Hello, 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 bienvenue dans le journal du hardware, le meilleur rendez-vous tech de votre semaine, soyons clairs. Et avec le retour de nos Barcelonais. Donc voilà, l'émission, on est presque au complet, on y arrivera à faire en 2022 une émission complète. Par des monstres dans Elden Ring là. Donc. Voilà. Et ben, retour physiquement mais pas mentalement là. Non, mentalement il n'est pas du tout avec nous, Jika. Oui, excusez-moi, parce que oui, effectivement, voilà. vous en doutez, je joue Elden Ring sur un console portable, c'est pas sur Switch, Elden Ring sur Switch, c'est voilà, Elden Ring sur... Le gros de l'émission, pour la fin d'émission. Sur le Steam Deck, exactement, le gros de l'émission, enfin le gros de la grosse émission. C'est pas du tout professionnel ce que je fais. Bon. Je présente les autres. Peut-être que Jika sera avec nous dans le JDH, ce sera surprise. J'arrive. Mais bon, Pépé, comment ça va? Comment estás? Muy bien, Lissou. Mais muy bien. Je suis bien sûr de retour du Mobile World Congress de Barcelone. J'ai ramené plein de petits trucs, mais c'est surtout, là, vous fiez pas à ce qui est devant pour une fois. Il y aura beaucoup de vidéos. J'ai monté des vidéos depuis 2 jours, des trucs que j'ai vus. Il y aura des séquences avec des trucs cocasses que je voulais montrer parce que c'est un peu peut-être abstrait. Et il y aura des choses, il y aura des trucs cocasses. On va parler de ça. Non mais Pépé qui dit ne regardez pas ce qui est devant, ça n'a rien à voir. C'est toujours comme ça, on est bien d'accord dans cette émission. C'est toujours le téléshopping devant Pépé, de toute façon. Mon petit Otaxou, comment ça va? Moi je veux qu'on regarde ce qu'il y a devant moi en fait. Parce que face à tes remarques de la dernière fois, j'ai ramené mon Chromebook. C'est-à-dire que ce garçon nous parle de Chromebook avec une surface. Donc j'ai été obligé de sévir. Je suis désolé. Mais quoi qu'il arrive, maintenant je représente du coup par ta faute. Ouais, c'est vrai que j'étais un peu étiqueté. Mais je ne reviens pas de Barcelone, je reviens du Covid. C'est un autre genre. C'est un autre voyage, on va dire. Il faisait chaud, il faisait froid, souvent, à peu près toutes les 2 minutes. Mais sinon c'est bon. Bon, t'es en forme là quand même? Ouais, tout va bien. Bon, ça va. Jika, comment ça se passe Elden Ring? Moi ça va, moi aussi je reviens de... Moi aussi j'étais à Barcelone, oui. J'étais bien content de refaire un salon, c'était cool, ça faisait plus de 2 ans. Oui. Enfin, et puis du coup, sauf que j'ai pas pu partir avec Elden Ring parce que la rédaction me l'a gardé pour faire des vidéos. Quel scandale, c'est égoïste. Parce qu'ils devaient tourner des vidéos et tout, donc j'ai même pas pu en profiter pendant mes vacances quoi. Enfin, parce que j'étais en vacances avant en plus. Donc. Voilà, donc le Steam Deck est là, dont on a tellement parlé. Dans cette grosse pochette. On va enfin en parler. En fin d'émission, on parlera Mobile World Congress aussi. On va parler plein de choses. Mais déjà, on va commencer avec les news. Pendant que certains se doraient la pilule au soleil, je ne citerai personne. Nous, on était là, fidèles au poste, avec Otaxou, et il s'est passé un peu plein de trucs cette semaine, dont une toute petite fuite officialisée. Chez un petit acteur. Chez un petit acteur, puisque Nvidia, à la fin de la semaine dernière, s'est fait pirater par un groupe qui a depuis revendiqué le piratage. J'ai plus le nom du groupe. On a cru au début que c'était une simple attaque classique, mais en fait, les bonhommes ont quand même récupéré les mots de passe de certaines personnes en interne, et du coup, pas mal d'informations qui ont fuité depuis, notamment sur la prochaine génération de GPU de Nvidia, qui est Ada Lovelace, où on a en fait le nombre de cœurs, enfin plutôt de CPU de réflexion type CUDA-Core qui seront intégrés à la prochaine génération de GPU. On a 5 GPU qui sont codifiés. Alors a priori, ce sera les 4080 Ti, 80, 70, 60 et 50. Le truc le plus impressionnant par rapport à cette fuite, qui pour l'instant n'est qu'une fuite, donc il faut la traiter comme ça, c'est que la 80 Ti aurait le double de CUDA-Core que la génération 30, sachant que les CUDA, c'est quand même la puissance la plus brute que c'est un bon indicateur de la puissance du truc. Quoi. Exactement, donc on peut s'attendre à ce que la 4080 Ti soit 2 fois plus puissante à peu de choses près que la 3080 Ti actuelle. Autant dire que ça risque d'envoyer du lourd du côté des GPU. Elle devrait être annoncée quand? En fuite à peu près, moi je table entre septembre et novembre. Quoi. Fin d'année. Sûr. Voilà, on verra le monsieur et sa veste en jean généralement en fin d'année. Voilà. Un autre truc, une autre fuite qui a été revendiquée, qui est un petit peu plus complexe, c'est le code source de la technologie DLSS de Nvidia, qui est la technologie aujourd'hui phare dans le monde de l'upscaling, qui nous permet de jouer à des jeux en 4K malgré le fait qu'on n'a pas forcément une carte graphique qui puisse encaisser ce genre de choses. Le code source qui fuit, ça veut dire que des pirates ou des gens mal intentionnés pourraient éventuellement créer leur propre copie de DLSS. Bien sûr, ce serait tout à fait illégal, mais sur certains marchés, on s'en fiche un tout petit peu. La légalité, c'est tellement surfait. Voilà, exactement. Et puis même en termes de concurrence, Nvidia a quand même une sauce particulière que personne n'a jamais réussi à répliquer jusqu'alors.
Aujourd'hui, on se retrouve avec un code source qui est disponible pour un peu tout le monde, un gros dump, qui risque du coup aussi de se faire regarder par les concurrents et se dire ah bah tiens c'est une bonne idée ça, on va faire notre version discrètement quoi. Donc quelque part c'est bien et c'est pas bien, c'est très mauvais pour Nvidia parce que du coup en termes de licensing, en termes de dépenses en R&D, maintenant ils l'ont un petit peu dans l'os. Par contre ça pourrait éventuellement aider AMD et Intel à faire en sorte d'avoir une meilleure technologie d'upsampling. Donc à voir, ça pour le coup c'est quand même une news assez triste. À qui ça peut servir vraiment le plus? À la concurrence ou en fait, à des petits... Ouais, mais la différence c'est qu'il faut pas oublier que le DLSS aujourd'hui Nvidia fonctionne aussi grâce à des cœurs physiques, enfin des unités de calcul dans les cartes graphiques. Ce que n'a pas forcément AMD par exemple a une solution à peu près équivalente qui s'appelle FSR qui est moins efficace. Mais parce que c'est un truc purement logiciel. Ça n'utilise pas les cœurs des cartes graphiques en fait. C'est pour ça que le DLSS est aussi efficace. C'est aussi pour ça que le DLSS est limité aux cartes graphiques GeForce RTX. Donc du coup, je ne sais pas dans quelle mesure ce leak va pouvoir aider les autres si eux-mêmes ne développent pas leurs unités de calcul dédiées à ça, parce que sinon, ils n'y arriveront pas finalement. Tout est un peu basé en fait sur une intelligence artificielle qui a été développée par Nvidia en interne. Donc nécessairement, il y a un peu la sauce Nvidia reste quand même la sauce Nvidia. Maintenant, je veux dire. Même si, imaginons un acteur chinois, parce que c'est souvent le cas sur ce genre de fuite de code source, se met à développer une solution à partir de ce code source qui fonctionne qu'à 50% de ce qu'est capable de faire Nvidia, ça reste 50% de ce qu'est capable de faire Nvidia en fait. Donc c'est pas dégueu quoi. C'est pas mal. À voir. Disons qu'il risque d'y avoir des répercussions. Maintenant, la fuite n'est pas forcément intégrale, on ne sait pas exactement ce qu'il en est. Pour l'instant, le groupe pirate joue un petit peu avec Nvidia sans aller jusqu'au bout. Il y a une troisième fuite qui a été repérée avant de parler justement de ce groupe. C'est beaucoup plus intéressante, mais moins Nvidia. Moins Nvidia, effectivement, puisqu'on a repéré en fait un nouveau SOC avec le tag NVN2, sachant que le premier SOC qui avait un tag NVN, c'était le SOC de la Nintendo Shield. De la Nintendo Switch. Ceci étant, Nintendo Shield, ça fonctionne aussi. Parce que c'est le même SOC dans la Shield que dans la Nintendo Switch, pour ceux qui ne le savaient pas. Donc, une puce de seconde génération qui serait pour la Nintendo Switch est développée sur l'architecture Ampere, qui est l'architecture de la génération 30, donc la génération actuelle, qui aurait du coup un support du DLSS, dont on parlait juste avant, et du ray tracing. Donc c'est un petit peu, quelque part, ce qu'on avait en termes de fuite sur une éventuelle Nintendo Switch Pro. Ça a relancé du coup les rumeurs sur une Nintendo Switch Pro. Je pense qu'aujourd'hui, arrivé aux 5 ans de la Nintendo Switch d'ailleurs, qui était en mars, potentiellement qui est au milieu de ça, rappelons-le, qui est au milieu soi-disant de. Ouais, mais tous les ans en fait, parce qu'en même temps, ça va tellement bien. C'est clair. Enfin, moi, ce que je pense surtout, c'est que ce qu'on voit là, c'est vraiment c'est évident qu'ils bossent sur la suite Nintendo. S'ils bossent sur la suite avec Nvidia, c'est logique de voir ça. Mais pour moi, c'est plus un truc sur une puce à long terme et probablement pour une Switch 2. Je pense qu'il n'y aura pas de Switch Pro en fait. Il n'y aura pas de Switch Pro. Il y aura directement une Switch 2 un peu plus tard, qui sera peut-être basée sur ce qu'on a vu là, je sais pas. Mais ce qu'on a vu justement dans la fuite, comme tu disais, c'est ce qui est murmuré depuis très très longtemps sur cette fameuse Switch 4K Pro, ce que vous voulez. Donc ça renforce quand même l'idée qu'elle existe potentiellement. Ou alors ça peut être juste, ils ont testé ça, et c'est toujours dans les infos, et en fait ça verra jamais le jour. C'est des trucs de test. Et il n'y a rien d'officiel, tu vois. Mais Nvidia, en plus, ils ont un peu mis de côté leur puce Tegra depuis quand même un bout de temps. Il n'y a pas de grosse mise à jour de Tegra depuis la Switch. Ils en font que pour la Switch, de toute façon. Oui, c'est ça, alors qu'ils ont un potentiel énorme. Ils n'ont pas racheté ARM, c'est dommage, mais ils ont un potentiel énorme sur les puces mobiles. Donc... c'est pas qu'ils voulaient pas, c'est qu'on leur a refusé surtout d'acheter ARM, parce que je pense que sinon ils auraient été très très contents de ça. Mais ouais, effectivement, je pense que en fait, avant même une Nintendo Switch 2, je pense que il y aura une Nintendo Switch 2 qu'ils n'appelleront pas une Nintendo Switch 2 en fait. Ça m'étonnerait pas qu'ils fassent un coup à la Nintendo DS, où on a eu la DS, la DS XL, la DSi, etc. Voilà, la 3DS. La vraie suite de la DS, c'était la 3DS. Mais la 3DS XL. Moi, ce qui ne m'étonnerait pas, du coup, c'est que le catalogue Switch se transforme en un catalogue comme ça, où on a le modèle OLED, enfin le classique, le OLED, la portable, et puis à un moment, on aura la Nintendo Switch 4K, ce sera une Nintendo Switch 2. Ce qu'on attendait de l'OLED, en fait, qu'elle soit le modèle haut de gamme. En fait, après, Nintendo finira un jour par sortir une vraie nouvelle console où il y aura peut-être de la rétrocompatibilité avec des jeux Switch, comme ils l'ont souvent fait.
Mais comme tu dis, ils ont est-ce pas que ce sera besoin. une console portable? Est-ce que ce sera un hybride? Je pense qu'ils auraient tort de ne pas continuer là, étant donné qu'ils ont eu du succès. Mais maintenant qu'ils ont le marché et qu'ils voient que les compétiteurs essaient. Donc ils tremblent devant la concurrence de Valve. Bon, il y a encore un peu de marge, mais. Ouais, je pense que c'est pas le même. Je pense qu'on reste cible. dessus. Et effectivement, je pense que en fait, le truc le plus important à retenir à l'heure actuelle, avant même de partir dans des trucs comme ça, c'est de se dire que Nvidia travaille, que Nintendo, semble-t-il, travaille toujours avec Nvidia. Ce qui, quelque part, est le truc le plus intéressant, sachant que sur les consoles, c'est AMD qui a toujours le marché le plus intégral. Donc le groupe qui a revendiqué le piratage, en fait, a essayé de faire des dingueries un petit peu, puisqu'en gros, ils disent à Nvidia que ce qu'ils veulent, c'est que Nvidia s'occupe de l'open source. Du coup, release tout ce qui est driver de leur GPU sur Linux, sur Mac, sur Windows, et qu'ils arrêtent de limiter les cartes pour le mining de crypto-monnaies, évidemment. Mais oui, on en revient toujours à ce problème. Donc voilà, un joyeux groupe. Par contre, à côté de ça, Nvidia a bien précisé, nous, en fait, on avait déjà des sauvegardes, on s'en bat les steaks de ce qui s'est passé. Est-ce qu'on va apprendre d'autres choses? Est-ce qu'on va apprendre d'autres choses de ces fuites ou pas? Et comme les fuites qu'il y avait eu chez Sony, par exemple, je pense à ça notamment. Je pense que Nvidia, en fait, ne va clairement pas céder aux demandes. Déjà parce qu'ils n'ont aucun intérêt de le faire, et aussi parce que s'ils voulaient supporter l'open source, ça ferait longtemps qu'ils l'auraient fait. Mais je pense que le groupe a aussi encore récupéré des infos qu'on n'a pas vues. Maintenant, je pense que s'ils ont balancé ces 3 infos-là avant, DLSS, Switch et RTX 40, je pense qu'ils n'ont pas meilleur après, en fait. Ah. Donc, c'est léger. Ouais, finalement, c'est léger, quoi. Donc, à voir. On attend toujours quand même une communication un petit peu plus détaillée de Nvidia sur le problème qui, pour l'instant, a pas fermé les yeux, mais est resté assez tranquille, en mode, bon, il s'est passé ça, on ne l'a pas dit sur le coup, maintenant on vous le dit, mais en vrai c'est pas grand-chose, les gens, vous inquiétez pas. Donc, on attend une communication un petit peu plus précise de ça, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de soucis à se faire avec Nvidia. Et en termes d'annonce, je pense qu'il n'y aura pas plus de surprises que ça. Il y aura peut-être des surprises pour nous, les nerds, qui comprennent un petit peu le tréfond des trucs, mais sinon, c'est déjà assez bien, quand même. C'est pas mal. Mais bon. Autre fuite à venir, ou pas, la conférence Apple la semaine prochaine. Tu partais là-dessus. Et oui, parce qu'au niveau des infos, où on croit tout savoir, mais a priori, est-ce qu'on sait tout? Il y aura donc bien une conférence Apple la semaine prochaine, mardi. Non, un peu, non? On s'y attendait ou pas? Tu y attendais, toi? Alors, tu veux vraiment mon avis là-dessus? Honnêtement, je pense que ça va être assez léger et que dans un monde normal, ça aurait été en CP. Ouais, je pense qu'on a un iPhone. Justement, pourquoi ils font une conférence? Mais parce que ça leur coûte rien de faire ça en... Tu demandes à Tim de prendre 10 minutes pour traverser l'Apple Park et le filmer. Vert, machin, les décors, c'est parti. Non, mais c'est vrai, ça crée toujours un coup de drone et tout. Donc, franchement, semaine prochaine, messieurs, mardi soir, 19h, conférence Apple, événement enregistré et diffusé depuis l'Apple Park pour présenter normalement l'iPhone SE 3e génération. Voilà. Et là, la grosse interrogation quand même, cet appareil, c'est le seul truc, et un iPad Air nouvelle génération, donc il y aura a priori la puce A15 Bionic dedans, mais ça va pas être non plus la révolution. Peut-être. La A15 Bionic, c'est celle qu'on a déjà dans l'iPad mini, c'est ça? Alors c'est celle qui est dans l'iPad mini et qui est donc dans les derniers iPhones. Donc il se mettrait un peu à jour parce que l'iPad Air qui était sorti en 2020. En fait, là, ils vont renouveler 2 produits de 2020. C'est ça, oui. L'iPhone SE, c'est assez rapide de le renouveler là parce qu'il avait mis 4 ans à être renouvelé. Donc là, celui-là, encore une belle espérance de vie. La grosse interrogation, c'est à quoi il va ressembler. Parce que si c'est juste faire un iPhone le même avec la 5G, en effet, ça ne valait pas un événement, soyons clairs. Une nouvelle puce et la 5G. Après, est-ce qu'ils ne le vendront pas comme pour ceux qui veulent un petit iPhone? Alors, pas moins cher, mais surtout petit. Comme le mini? Parce que, il a le gabarit du mini, rappelons-le. Parce que là, l'iPhone SE, on est d'accord qu'il a toujours le bouton. Oui, il a le design différent. Je pense qu'ils ne changeront pas. Enfin, ils n'auront pas intérêt à faire... parce qu'ils ont déjà l'iPhone mini, enfin, ils ont le... Donc ils auront plutôt intérêt à garder l'ancien design, parce que je pense qu'il y a des gens qui aiment encore ce design, qui veulent un petit écran, mais en même temps qui veulent un truc à jour avec un bon appareil photo, une puce plus récente. Et ça ne vaut pas, et ça ne vaudrait, dans un monde normal, ça ne vaut pas autre chose qu'un CP. Alors il y aura peut-être... comme tu dis, c'est gratuit à faire. Pour une fois, personne ne nous emmène là-bas. Donc, on n'aurait pas les AirPods Pro 2
Alors moi je me dis, il faut quand même un truc. Alors moi, je vous écoute et je dis bon ok, on se réévalue un CP, moi je suis assez d'accord avec toi, mais s'ils le font, est-ce qu'ils vont Oui, communiqué de presse par exemple, c'est vrai. Oui, un communiqué de presse. C'est des informations qu'on reçoit juste dans la boîte mail en disant voilà, regarde pas, mais c'est là. Donc le truc c'est que quitte à faire quelque chose, est-ce qu'ils vont pas nous balancer quelque chose qu'on n'attendait peut-être pas? Donc peut-être un produit, moi tu sais, je suis dans l'espoir d'avoir les AirPods Pro 2 ou un truc comme ça qui tombe. Si on peut revoir la petite vidéo parce qu'elle est passée, je sais pas, messieurs. Regardez-là. En fait, je vous ai déjà dit, c'est toujours hyper riche en enseignements sur ce qu'on va avoir. Vachement bien. Moi, je suis une psychopathe. Donc, les couleurs, c'est clair. De toute façon, il y a eu une fuite cette semaine sur des nouvelles coques. Donc, on se dit qu'il va y avoir de la couleur pour les iPhones. Et puis, on sait qu'ils aiment bien maintenant sortir au printemps un nouveau coloris. Donc, ça a été le violet, ça a été... peut-être qu'on aura du orange. Voilà, un iPhone 13 orange ou je ne sais pas, ou bleu, c'était déjà fait. Et alors, là où je te rejoins, et on m'a fait la remarque, c'est que clairement, rien n'est laissé au hasard. C'est coloré, ça pourrait faire la forme d'une oreille, je suis d'accord avec toi. Et avec l'espèce de truc qui pulse. Ouais. En même temps, ça fait des fréquences, tu vois. On m'a dit, c'est les nouveaux processeurs M2 qui vont être dedans. Alors honnêtement, s'ils balancent, alors que les processeurs M1 Pro et M1 Max ont même pas 6 mois, ils les balancent déjà. Je vous rappelle que dans l'organisation d'Apple, la conf de printemps est normalement celle pour les produits familiaux éducatifs. Soyons clairs, c'est les entrées de gamme. Ça a été longtemps le moment où on présentait l'iPad tout court, ou l'iPhone SE. Donc, je vois mal un iMac Pro là. Très ou alors un refresh du MacBook Air avec une puce plus puissante. Mais voilà, dans le meilleur des cas, mais je vois même pas à quoi ça servirait un MacBook Air avec une puce M1 Max. Je suis sceptique. Depuis qu'ils sont passés sur le M1, en fait, les MacBooks classiques sont devenus des R. Donc... Voilà, donc le truc, c'est peut-être de mettre du M1, mais il reste quoi comme produit qui n'a pas de M1 ? L'iPad mini avec le M1, allez. T'imagines le truc qui va pulser de la mort. Il décolle tout seul, le truc d'avance. Donc je pense à de la couleur, ça c'est clair, sur des nouveaux produits. Donc l'iPad Air, c'était le premier qui était sorti en couleur. Donc là, je pense qu'ils vont peut-être en rajouter. Donc un nouveau avec une puce plus puissante, mais le même. L'iPhone SE. Même moi, je suis assez d'avis, comme JK, d'avoir le même design. Mais la rumeur veut que ce soit le même design. En fait, juste un refresh. Je ne vois pas l'intérêt d'aller chercher un autre design. Il y en a pas. Il faut comprendre que. Si c'est un autre design, c'est un iPhone 13 mini, quoi. Oui, mais il est encore en vente. Oui, voilà. Donc en fait, le problème, c'est qu'il faut que ce soit un châssis dont ils ont des stocks et ils savent pas quoi en faire. Ça. Et donc éventuellement l'iPhone 10, mais je vois pas pourquoi il le ressortirait maintenant. C'est un peu tard. Et moi, je pense que l'iPhone mini, c'est pour ça que l'iPhone SE, s'il n'est pas là, ça me ferait rire, mais je ne serais pas étonnée parce que je pense qu'ils attendent de liquider vraiment du catalogue l'iPhone mini. Pour parler de liquidation, justement, j'ai vu passer une rumeur qui disait qu'en termes de tarification, là, on arriverait à un Apple qui lancerait un produit neuf à 300 balles pour la première fois. Alors ça, ça j'ai du mal à y croire. J'avoue, je voudrais bien, c'était Mark Gurman, le journaliste de Bloomberg, qui a dit que dans ses vœux pieux, il aimerait bien avoir un iPhone donc à $200. Ils vendent combien l'iPhone SE de 2020 Hein? Ils vendent combien l'iPhone 480, le même prix que le premier en fait. 489, un truc comme ça. Yeah. Mais bon, après, vu que le monde tourne à l'envers, il n'est pas impossible qu'ils mettent du MacBook. Ce serait étonnant parce que ce serait un peu bordélique de le mettre là. Mais moi, j'attends toujours un MacBook ou un MacBook Air à moins de 1000 balles, vraiment. Qui soit un vrai produit d'entrée pour aller concurrencer tes Chromebooks. Il ferait pas l'inverse des MacBook Pro, c'est-à-dire qu'il ferait une sorte de puce M1 Lite, je dis un peu des conneries, avec du coup qui permettrait de faire un MacBook Air vraiment ultra avec une autonomie de fou, moins cher, un peu moins puissant, mais qui va te suffire pour faire 80% de ce que tu fais. Ce fameux truc à 12 pouces, d'écran 12 pouces qu'on attend. Et peut-être plus compact, ouais. Alors moi je serais pour, là où je te suis, c'est que je serais pour un renouveau du MacBook. Donc celui, je ne sais pas si vous vous souvenez, le MacBook, c'est celui qui était infernal parce qu'il n'avait qu'un port USB-C. Alors à l'époque, en plus, il y avait très peu d'USB-C, mais il n'avait qu'un seul port. Donc c'était l'enfer, tu étais obligé de racheter des connectiques parce que sinon tu pouvais rien faire. C'est vraiment abusé. C'était horrible. Donc je me dis qu'éventuellement, un MacBook en mode objectif étudiant, avec les 20 heures d'autonomie apportée par la puce M1, et mettre que du M1 dessus et rien, et en modèle ultra light, vraiment pour aller concurrencer les Chromebooks, pas que pour t'embêter, j'y crois. Je me dis je veux croire qu'ils en ont besoin au catalogue. Mais en fait, sans même aller chercher une nouvelle version d'un M1, on peut maintenant que. Ils les ont en stock. Hein. Oui, c'est clair. Mais c'est un peu la que l'OS est compatible avec ARM, tu mets un A15 Bionic dessus, une référence que tu as déjà et que tu as produit en masse, et tu peux baisser les coûts comme ça, en fait. Et voilà. Le seul truc, c'est qu'on est en train de parler d'un Apple qui aurait une stratégie de baisser les coûts. Ça n'existe pas en fait. Depuis sa création. Mais non, détrompe-toi. À quoi Apple 2 Non, et l'iPhone SE.
L'iPhone SE est l'exemple même ou le contre-exemple de ce que tu dis. Parce que l'iPhone SE est allé justement pour aller. Et moi, là où je pense, c'est qu'ils ont besoin d'aller récupérer. Alors, nous, on est moyennement concernés, mais des parts de marché en Inde, des parts de marché en Chine, et là-dessus, et même en Afrique. Et là, tu y vas avec des appareils. Enfin, tu proposes aux gens un iPhone à moins de 400. Déjà, à moins de 500, on voit le succès de l'iPhone SE. C'est pas les gens comme nous qui visent, soyons clairs. Mais le MacBook, le fameux MacBook 12 pouces qui est murmuré depuis très longtemps, qui ferait son retour, un jour, j'y crois. Plus que l'iPhone SE New Look. Mais bon, ça, c'est un autre. Voilà. Donc, réponse. Il croit pas, mais il croit en toi, l'iPhone Ouais, voilà. mais l'iPhone SE, ils avaient une bonne. C'est quasiment sûr en vrai. Hein. Mais alors, pour le coup, pour ça vous fait dire des mois de rumeurs derrière. Honnêtement, vous oubliez que quand il est sorti en 2016, on s'est attendu à ce que tous les ans, il y a un changement annuel comme les iPhones. Ouais. Il a mis 4 ans à venir. Ils n'ont aucune raison de le. Tant qu'ils ont des stocks, ils ont les coques, les châssis dans les usines, ils n'ont aucune raison de changer. Et comme tu disais très justement, il y a des gens qui n'aiment pas la reconnaissance faciale. Donc, c'est quand même plus intéressant pour eux d'avoir le Touch ID. Et il y a plein de gens qui ne veulent pas la reconnaissance faciale. Donc, c'est le seul truc pour moi où ça bloque. Et un iPhone mini avec un écran de 6,1 pouces, comme ce qui était murmuré, j'y crois, encore moins. Au mieux, 5,4, mais je ne vois pas changer de gabarit. Mais bon, réponse mardi. Peut-être les écouteurs enfin pour OPP. Je désespère d'avoir des AirPods Pro 2 un jour. Non, c'est pas que je désespère, c'est qu'à un moment donné, je sais très bien quand même qu'ils doivent faire changer un peu les gammes. Le modèle quand même a presque 2 ans et demi, 3 ans. Il y a peut-être des trucs à rajouter dessus, des petites choses comme ça, et ça ferait plaisir en même temps. Est-ce que tu crois à l'annonce, alors là pour le coup c'est pour être dans ton sens, du fameux service musique hi-fi classique? Bah, écoute, ils ont racheté. Il y aura peut-être du service aussi. Ils l'ont racheté. Ils l'ont racheté alors qu'il était. Moi, j'ai beaucoup de gens qui m'ont parlé autour de moi de ce service, qui était très populaire, en effet, au niveau des gens qui sont des audiophiles ou autres. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent être faites autour de ça, mais j'arrive pas à les identifier réellement de la part d'Apple. Je pense qu'ils l'ont rajouté, j'arrive pas à voir ce qu'ils vont vraiment en faire. Mais le service en lui-même est super intéressant. C'est un des meilleurs services au monde pour ça. Ben, c'est pour ça. Donc, c'est un des meilleurs services au monde. La fameuse pomme qui pulse, pour moi, c'est la musique. Donc, il y aurait une idée d'un battement de fréquence. Ben, c'est la musique ou le cœur, mais sauf qu'ils n'ont pas des avancées sur l'Apple Watch. C'est vrai et qu'on a toujours envie de parler hardware, mais au final, Apple aujourd'hui est aussi énormément dans le software et dans le service. Donc, dans le service, ils ont acheté ce. Et comme tu disais, les annonces de mars, c'est les annonces famille. C'est la famille. Ça a été l'annonce des services. N'oubliez pas que ça a été la présentation d'Apple TV+. Ouais. Mais bon, ça, c'était quand ça tournait rond. Hein. Donc l'année dernière, on a eu un iMac. Justement, c'est bien. Mais l'iMac, c'était l'iMac un peu. C'est bien qu'il y ait une part de suspense et qu'on sache vraiment pas tout. Parce que le problème du Mobile World Congress, ça va y arriver, c'est quand même on savait beaucoup de choses, tu vois. Mais pas tout encore. Mais pas tout. Patientez, on revient. On va trouver des trucs, on va aller chercher loin. Ne les fais pas fuir tout de suite. Mais non, on a fait les catacombes quand même. On est content. Je suis contente. On a parlé d'Apple. Ça c'est fait. Voilà. Et on en reparlera vendredi prochain. On va repartir de l'autre côté. Oui, on va forcément. On va repartir du côté des États-Unis et parler d'Amazon. Comme ça, on a fait le tour de tout le monde. Voilà, comme ça, on fait tous les GAFAM, on est bien. Qui a quelque chose sur Facebook vite fait là? On en parlera tout à l'heure. Le méta. J'en ai après. Non, petite news cloud gaming, parce que pour le coup, ça continue d'évoluer. Ça reste un des marchés qui évolue le plus par ailleurs, puisque il y a une certaine entité américaine dont j'ai oublié le nom qui a fait les chiffres et le marché a triplé le volume en un an. C'est déjà pas mal. Et du coup, on a Amazon avec son service de cloud gaming Luna, qui pour l'instant est exclusif aux États-Unis et qu'on attend beaucoup, sort de bêta, justement, est sorti de bêta cette semaine. Donc, tous les abonnés américains à Amazon Prime ont désormais accès à Amazon Luna. Alors, le truc qui est assez intéressant avec Amazon Luna, c'est qu'ils n'ont pas un modèle économique aussi proche d'un GeForce Now ou d'un truc comme ça. Ils ont le modèle économique de Prime Video, c'est-à-dire que si vous avez Amazon Prime, vous avez déjà accès à une base de jeux, et notamment là, on a DMC5, Devil May Cry 5, Observer ou System Redux, notamment qui ont été intégrés avec l'abonnement Prime Gaming. C'est dedans et ce sera en rotation tous les mois. Et on a après des chaînes comme des bouquets de satellites ou du Prime Video pour le coup, vous permettent de rajouter des jeux. Alors, notamment là, ils ont lancé la chaîne rétro avec Street Fighter 2, Metal Slug 3 et Castlevania Anniversary Collection, ou une chaîne Jackbox Game, voilà. Vous avez la chaîne Ubisoft. Ils avaient été les premiers, justement, j'allais dire, à annoncer Ubisoft Plus. Parce que la chaîne Ubisoft, elle fait mal, elle a 18 balles par mois. C'est 18. Je crois que c'est moins cher que ça. Mais c'est genre une centaine de jeux. C'est l'équivalent d'Ubisoft Plus, en fait, j'imagine. Oui, c'est Ubisoft Plus, mais sur Luna. Toutes les nouveautés. C'est Ubisoft Plus, c'est les versions PC. C'est ça, oui. Mais d'ailleurs, en parlant d'Ubisoft, il y a Immortal Rising. Est-ce que t'as pas envie de jouer à Pong en cloud gaming, sérieusement, quoi? Voilà, en 2022, c'est ça, quand on joue à Pong en cloud gaming. Mais tellement.
finalement. Pour l'instant, en vrai, ouais, le programme n'est pas fifou, mais en fait, ce qui me fait marrer avec Amazon Luna, c'est qu'ils avaient à peu près le même délire que Google Stadia, mais ils l'ont bien fait. Dans le sens où nous, on est déjà sur le cloud pour les entreprises, et on a déjà des serveurs installés absolument partout. On va faire du cloud gaming, du coup, avec exactement la même manette que Google Stadia, à peu de choses près. Sauf que nous, on va pas dire... On explose tout immédiatement, on monte des studios, tout va bien se passer, ce sera prêt direct. Ils ont fait, alors on est en bêta, c'est que pour les US. Il n'y a pas toutes les plateformes qui sont encore concernées, on va bosser dessus. Et en fait, ils sont en train de faire ce qu'a voulu faire Google Stadia, mais en bien. Notamment récemment, ils viennent de sortir l'intégration de Luna à Twitch. Où désormais, quand on est sur Twitch, on peut simplement cliquer sur un bouton, je veux jouer à ce jeu. Le truc qui était promis par Stadia. Ce qui est semi-fonctionnel. Plus ou moins fonctionnel, ouais. Mais là où je suis d'accord avec toi, ça fait quand même des années qu'Amazon travaille sur le gaming. Ils ont monté leur studio il y a très longtemps. Ils se sont déjà vautrés. Ils ont déjà tenté des sorties de jeux. Une fois. Ils ont eu des problèmes. Ils ont sorti. Alors, l'avantage par rapport à Stadia qu'ils ont, c'est qu'ils ont tenté de sortir des jeux avant de se dire on a une plateforme et on fait des trucs. Ouais. Mais c'était quand même. On a essayé les premiers jeux il y a quoi 6 ans même au-delà, en plus de 6-7 non ans. seulement acheter des jeux, enfin acheter des studios ou monter des studios, mais aussi un moteur de jeu. Ils ont racheté Lumberjack, qui était CryEngine, me semble-t-il. C'est pas le moteur du jeu de. Ah, je veux dire, dans les Frostbite, je sais. Je confonds. Il me semble que c'est Frostbite, mais bref, ils ont racheté un. Step by step. Ils y vont petit à petit. Ils testent l'intégration de certains trucs dans les jeux de Twitch, notamment le chat qui peut interagir avec le jeu. Maintenant, ils testent petit à petit aussi le cloud gaming, et on voit que quand même ça grimpe, il fait son bonhomme de chemin, ils y vont pas trop vite, et je pense que ça va potentiellement être de plus en plus intéressant, et vu que là on est dans une sortie de bêta, je m'attends à ce que le service arrive en 2022 en Europe, à voir. Pour l'instant, il n'y a pas de rumeur ou quoi, c'est un feeling. On n'a rien. Tu l'as pas essayé encore, du coup. Je ne l'ai pas essayé parce qu'en fait, le problème des services de cloud gaming, c'est que voilà, faut vraiment être avec un VPN, sauf que du coup, tu n'as aucune notion de la latence avec un VPN. Donc c'est le premier truc que tu dois essayer sur un service de cloud gaming. Le Lumberjack, c'est un moteur basé sur CryEngine. C'est le moteur de New World. C'est le moteur de Star Citizen. Voilà, c'est bien ça. Oui, c'est ce que je voyais dans le chat. On nous l'avait soufflé, Star Citizen. Et qui permet du coup des interactions avec le chat Twitch très profondes. Mais non, ils jouent très très bien les interactions. De toute façon, ils sont malins parce qu'il y a quand même leur offre Amazon Prime Gaming, je vous rappelle, de jeux et de contenus qui sont à récupérer tous les mois gratuitement si vous êtes abonné à Amazon Prime. Déjà, rien que ça, c'est malin. Moi, j'y pense jamais. Et du coup, pour les utilisateurs américains, ils ont en plus le cloud gaming. Et en plus, tout s'interconnecte. Non, c'est très malin. Le jour où ça va arriver, vraiment, je pense que reste à voir le catalogue comme d'hab. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'on ne croit jamais en Amazon jusqu'à ce qu'ils leur ajoutent un truc Prime, et d'un coup, tu vois, j'ai Prime Vidéo, Prime Gaming. Toi, ton abonnement, tu payes quasiment toujours le même prix. C'est juste que tu as du bonus en plus. Mais en fait, je peux faire ça maintenant. Bah d'accord, super. Voilà. Balancez vos primes. C'était un peu ça. On est une émission de tech. Et vu l'actualité, c'était quand même difficile de ne pas faire le petit parallèle, qui va bien, puisqu'on en a parlé quand même toute la semaine. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un léger conflit en Europe de l'Est. Léger. Et ce conflit entre l'Ukraine et la Russie, on ne parlera pas de l'aspect politique, parce que ça, ce n'est pas la question, mais de l'aspect tech. Et toutes les entreprises tech se sont mobilisées cette semaine de manière différente. À travers des sanctions, mais qui ne sont pas des sanctions directes. Il n'y a pas de sanctions économiques. Oui. Donc je voulais qu'on vienne là-dessus, parce qu'on a des entreprises comme Apple ou Microsoft qui ont décidé d'arrêter les ventes. Intel, AMD aujourd'hui ont décidé d'arrêter l'envoi de produits. Tout le monde stoppe les ventes là-bas, stoppe les services. Les médias sont coupés des stores, sont coupés des sites internet. Même Meta, donc Facebook, a annoncé, et on sait, Dieu sait que Facebook et Meta ont quelques soucis sur la propagande et les informations, de mettre... J'ai une seule question pour vous, messieurs. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas que la tech réagisse comme ça ? Je pense qu'il faut réagir, en fait, c'est surtout ça. On est dans un contexte de guerre, il faut le dire, même si ce n'est pas la seule et unique guerre, tristement, qu'il y a sur cette planète aujourd'hui. Ça reste une guerre qui se rapproche de nous, qui se rapproche des grands constructeurs. Et dans un contexte pareil, tu ne peux pas ne pas réagir. Maintenant, la valeur de la réaction que tu as diffère selon les entreprises et selon ton impact, je pense, économique et social. L'impact économique et social de ton entreprise. Donc pour un
le secteur de la high-tech ou du jeu vidéo par ailleurs, puisque le président ukrainien a appelé PlayStation et Microsoft à C'est le ministre des télécoms, Monsieur Fedorov, je crois qu'il s'appelle, et qui a passé sa semaine à faire des appels du pied très très prononcés à tout le monde, et à Sony et Microsoft encore aujourd'hui. Pour arrêter les ventes de leurs jeux et de leurs consoles sur le marché russe. Donc voilà, en fait, c'est une situation qui est compliquée et c'est une situation sur laquelle, aujourd'hui, les entreprises doivent réagir à ce qui se passe dans la société, ce qui n'était pas le cas il y a 20-30 ans. Mais depuis les réseaux sociaux, il y a un activisme de société qui n'existait pas auparavant. Donc ils sont obligés de réagir aujourd'hui. C'est juste maintenant, l'intensité de la réaction, c'est là où c'est compliqué de définir. Est-ce qu'on doit aller à ce point-là? Est-ce qu'on peut se limiter à juste un geste, un signe, un post? Puis c'est quoi l'impact de tout ça? Parce que le but au final, c'est que tout ça s'arrête. Et puis je ne sais pas si le fait qu'Apple ne vende plus d'iPhone en Russie va changer quoi que ce soit. Après, il y a le côté les puces d'Intel ou d'AMD qui peuvent être utilisées par l'armée, etc. Là, ça pourrait avoir un vrai impact, entre guillemets, là-dessus, sur le conflit. Mais bon, c'est plus une sorte de message, effectivement, pour se joindre à une sorte de mouvement global, à peu près mondial, du truc, tu vois. Mais après, faut pas oublier que c'est quand même des manques à gagner pour ces entreprises. 3,1 milliards de dollars, les revenus d'Apple sur le marché russe. On a appris ça. Alors c'est Apple, on va dire 3,1 milliards. C'est quand même ça, quand même. Évidemment qu'on cite les GAFAM quasiment. Enfin, voilà, eux, ils peuvent se le permettre de faire ça, en fait. Oui, parce qu'il y a plein d'autres marques. Sennheiser aussi a annoncé qu'ils ne vendaient pas de produits là-bas. Une petite entreprise peut se permettre de se couper d'un marché aussi énorme. C'est compliqué, quoi. Alors justement, quand le ministre appelle Microsoft ou Sony, PlayStation en fait, à suspendre en gros les comptes, est-ce que pour vous c'est faisable? Quels comptes? En gros, c'est de stopper les achats, enfin d'interdire les achats. À un moment donné, c'est quand même à double tranchant. Déjà, double tranchant. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est légal? Est-ce que, comme j'ai vu à un moment donné, il y a l'ICANN, donc qui gère Internet mondial, a reçu une demande pour qu'on coupe Internet en Russie. Mais c'est impossible, en fait. Techniquement, c'est pas possible. Ils ont répondu, on ne peut pas couper Internet à l'échelle d'un pays. Voilà, donc le gouvernement peut peut-être le faire à ce niveau-là, mais eux, ils n'ont pas le pouvoir de faire ça, en fait. Donc c'est compliqué, quoi. Après, l'armée ukrainienne a du coup fait un appel pour des cyberattaques et trouver des soldats cyber et qui ont du coup réussi déjà à couper Internet pendant quelques temps en Russie ou des trucs comme ça. Mais là on part dans une guerre. C'est technologique, la guerre devient hyper technologique en fait. En fait, j'ai le sentiment, parce que là c'est très personnel, mais qu'on a toujours eu un peu le sentiment que la Troisième Guerre mondiale serait numérique au lieu d'être un conflit armé de la sorte. Là, on a quelque part un signe que effectivement la tech, dans n'importe quel conflit moderne, aura son rôle à jouer. Ce qui est étrange et un peu effrayant, mais c'est le cas aujourd'hui, quoi. Mais inversement, n'oublions pas qu'on sort d'une période de pénurie des composants, de difficultés d'acheminement, qu'il y a aussi juste un petit truc, c'est que beaucoup de matériel transite par la Russie. Donc inversement, est-ce qu'on ne risque pas... Il y aura des conséquences qu'on ne soupçonne pas, en fait, je pense encore, qu'on va connaître d'ici peut-être un ou deux, je sais pas quand, mais il y aura des conséquences notamment à ce niveau-là, oui, c'est sûr. Il y a certains matériaux rares qui sont utilisés pour la création des socles ou des trucs comme ça qui sont pris en Russie. Sans même parler de transvaser certains matériaux, les matériaux existent en Russie et du coup vont manquer à la chaîne de production de beaucoup de fabriquants. On va se retrouver avec des pénuries, d'autres genres de pénuries en fait. Pas fini. C'est pas fini la pénurie. C'est pas fini du tout et c'est un peu le souci, enfin pas le souci, mais c'est un autre impact. C'est des dommages collatéraux. En fait, c'est là où on se dit quelque part, est-ce qu'on peut en parler ou pas, parce que ça paraît presque vain de parler d'iPhone ou de choses comme ça, de SOC pour nos produits tech quand on est face quand même à une guerre, mais dans les faits, il y a aussi des impacts et on doit en parler. Donc c'est un peu étrange comme situation en étant journaliste tech français d'avoir ça. Mais c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que le ministre a fait appel notamment à des gens comme Brad Smith chez Microsoft ou Tim Cook. C'est aussi parce que c'est aussi pour leur appui, leur
C'est des gens qui sont écoutés aussi auprès des dirigeants chinois, dirigeants américains. C'est pas sans raison aussi. La tech est devenue un élément extrêmement important, même géopolitique en fait. C'était ça que je voulais expliquer. Ça n'empêche pas que ce qui se passe est mal. Ça n'empêche pas le monde de continuer à tourner aussi malheureusement à côté. Ce sera intéressant entre guillemets de voir quelles sont les conséquences dans le monde de la tech. Il y aura des conséquences. Tout ça et tu vois, on a peut-être un exemple relativement récent avec Huawei et le ban de Donald Trump. Où Huawei était quand même une grosse partie du PIB de la Chine en Occident. Et ce ban a fait extrêmement mal au produit intérieur brut de la Chine. Voilà. Donc, il y a un impact réel, économique, social aussi, que peuvent avoir les acteurs de la tech sur des conflits comme ça. C'est beaucoup de pouvoir quand même. Non mais après, je laisse parler parce que je suis pas sûr d'être tout à fait dans mon rôle en parlant de ça, parce que c'est très lourd comme débat et je vous écoute beaucoup et je suis quelqu'un de très sensible, je suis attristé par la situation. Mais il y a un truc dans tout ce que vous dites, il y a un mot que vous n'avez pas employé et que moi j'aurais employé directement, j'aurais parlé des gens. Je veux dire, parce que là, on parle de gens qui, en effet, font des choses pour faire quelque chose dans un pays qui s'est montré belliqueux. Et on dit on va faire ci, on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça. Je suis d'accord, c'est des faits, on va faire ci. Mais il y a également des gens qui sont russes, qui n'ont rien demandé. Mais c'est ça, qui vont avoir des tas de choses sur la tête, justement parce qu'on dit on va bloquer ci, on va bloquer ça, on va bloquer ci, on va bloquer ça. Et tous ces gens qui sont là-bas, je sais pas, moi je connais pas, je connais pas bien la situation, mais qui vont donc subir tout ce qui se passe et qui voient en effet une partie de l'Occident, qui voit ces GAFA, qui voit ces géants en face, qui disent bon, on veut plus, on enlève, on veut plus, on enlève, et ils sont là. Mais justement, c'est là où tu as raison. Et c'est là où moi ça me fend le cœur pour eux, parce que c'est les gens. Je veux dire, là on parle des marques, moi je parle des gens. Mais tout est corrélé. Mais moi, c'est mon côté très humaniste. Non, mais tu as raison, mais justement, c'est fait pour ça. C'est fait pour que ces gens-là réagissent, en fait. Oui, mais tu veux qu'ils réagissent comment la tristesse, elle est qu'on va leur faire des choses à des gens, sûr. Alors que c'est les politiques et le pouvoir qui font des choses pas bien. Et on envoie des salves et le public, il est là et puis il voit passer des interdictions, des bans, des machins, d'où on n'a plus, on n'a pas. Je trouve ça très dur. Et en même temps, vous allez me dire, c'est la guerre. Mais moi, je trouve ça extrêmement dur pour les gens. Mais tu as raison. Et tu expliques justement pourquoi est-ce qu'on appelle aujourd'hui, pas les dirigeants des pays, mais ils en appellent aux responsables de la tech. C'est parce qu'aujourd'hui, tous les produits tech sont les produits du quotidien. Et donc, tu vas faire réagir. Ah, mais c'est une nouvelle façon de faire la guerre, je suis d'accord avec toi. Oui, mais Mélinda, tu vois, le truc, c'est... Ah, mais bien sûr. Donc, tu utilises ce qu'utilisent les gens pour dire qu'on va faire pression avec ce qu'ils ont dans la main ou sur les oreilles ou un truc comme ça, et pour dire, bah, si ça continue, mais quelle est la finalité de faire ça ? C'est que ces gens en Russie disent, on en a marre de ça, il faut que ça change. Bah, je leur souhaite que ça aille beaucoup mieux, surtout, et le plus vite possible. On souhaite que tu ça vois, mais bon. Mais ça me fait vraiment mal au cœur. Mais c'était quand même difficile de ne pas passer à côté après tout ce qui a été dit cette semaine là-dessus, parce que la tech, c'est aussi un élément du monde. Mais bon, on va revenir à des trucs plus fun. On va aller au soleil. C'est un sujet qui mérite des journalistes qui sont dédiés à la politique. C'est pour ça, moi je suis pas dans le côté humain, mais je suis pas nous, on en parle du côté aspect tech, on n'est justement pas là pour en parler de l'aspect politique. Ça, on le laisse à d'autres. Mais c'est difficile de ne pas en parler. Mais c'est triste. Mais on va repasser à des choses beaucoup plus drôles. On va parler Mobile World Congress, Barcelone, Soleil, Tapas et compagnie. Tout de suite, le dossier. J4, t'étais reparti jouer à Elden Ring ou quoi? Non, pas du tout. J'étais en train de lire le chat. Alors, petit loulou. Non, je dis alors, mais non, c'est toi qui lance le. Mais je vous lance tous les deux, puisqu'on a la chance, vous étiez tous les deux là-bas pour nous parler du Mobile World Congress qui a repris 2 ans après la dernière édition. Donc, alléluia, ça faisait plaisir. 2 ans, mais oui, puisque ça a été le premier, le premier salon impacté. Le premier salon impacté, c'était Barcelone. On devait tous y aller et finalement, on n'y est jamais allé. C'est fin février. Moi, j'étais en live à ce moment-là. J'étais en live, je crois que c'était ici ou un truc comme ça. On était ici quand on a vu. Le Mobile World Congress, c'est la première victime du Covid. J'étais là, c'est parti comme ça, c'est foutu. Et deuxième année, et même, attends, on soit clair entre nous, même celui-ci, on avait des hésitations. On se dit, est-ce qu'il va avoir lieu ? Mais cette année, franchement, jusqu'au bout, on s'est demandé. On s'est demandé. Moi, je me suis demandé. Assez rapidement. Quand ça s'est installé. Puis la situation en Europe, au niveau du Covid, commençait à s'améliorer et tout. Donc je me suis dit, bon, autant le CES, je pense qu'ils ont vraiment été à 2 doigts de l'annuler. Là, le WC, bon, voilà, on y allait. Après, on peut peut-être faire pour commencer une parenthèse là-dessus. Le salon était plutôt bien fait à ce niveau-là. C'est-à-dire que
il fallait faire hyper gaffe. Bon, évidemment, il fallait le pass sanitaire, etc. Avant de venir, il fallait montrer patte blanche sur plein de certificats. C'est le gouvernement espagnol déjà. Hein. Oui, bien sûr. sûr. Tu avais une enquête du gouvernement espagnol sur ton entrée, un suivi numérique. De tous les cas. Alors, oui, mais ça, je crois que... Enfin, moi, j'étais en Espagne justement, c'était obligatoire et tu étais ultra fiché. Au sein du salon, c'était masque FFP2 obligatoire. FFP2 distribué. Uniquement. Ouais. Et si par exemple, tu avais le malheur d'enlever ton masque pendant 3 minutes, tu avais un mec qui venait te Tout le monde venait. Même la fin de la gorgée d'eau. Il y avait tout le temps quelqu'un. La fin de la gorgée d'eau, tu remettais pas le masque. Tu venais de faire ça. Et après, il faut rappeler que c'est un salon qui est quand même hyper grand. Donc, il y a quand même beaucoup d'espace. Il y avait du monde, mais t'étais pas... C'était la moitié. T'avais pas l'impression d'être... J'ai pas trouvé ça si vite que ça. Hein. Je trouvais qu'il y avait... Par rapport à d'habitude. Ah si. J'ai pu tourner, pour donner une idée, j'ai pu me balader avec mon gimbal au milieu des gens, alors que normalement je m'arrête partout. Ouais. J'ai pu faire tout ce que je voulais, j'ai jamais personne qui était en face de la caméra. C'était moins vite que le CES, quoi. Oui, le CES c'est différent parce qu'ils n'étaient pas là. Les marques, c'était un stand vide. Fatalement, il y avait déjà un gros problème. Il y avait assez peu d'absents finalement. Il y avait Sony qui n'était pas là, qui d'habitude est là. LG n'était pas là. Non, mais il n'avait pas grand-chose à y faire. Ils étaient là en secteur pro, ils avaient le B2B. Oui, ils avaient extraordinaire stand B2B. LG Mais c'est celui qu'ils n'avaient pas mis au CES, c'est ça que tu es en train de nous dire. Moi, j'ai pas pu rentrer dedans, c'était pour les pros, mais j'ai pu rentrer sur on va tout à l'heure chez Ericsson, je me suis bien marré. Bon, c'est quand même le salon des smartphones. Yes. Donc vous avez vu des smartphones, mais pas que, mais au moins quelques-uns. Et donc notamment... écoute, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait des marques chinoises, la plupart, qui... C'était leur première WC et du coup ils avaient envie de faire un petit événement. Donc moi je vais parler de Realme. Realme, donc on l'a là. Realme, on en a déjà parlé, je crois, notamment c'est le Dragon Ball, le smartphone. On en avait parlé. Ça c'est la version normale. Ouais. Non mais c'est une marque qui est de plus en plus connue parce que ils attaquent. Ils attaquent sur un cadeau assez classique. Hein. À la base, c'est le milieu de gamme, pas cher, bon rapport qualité-prix, etc. Là, on a le GT2 Pro, donc c'est celui qui a été annoncé. Ouais. Au Mobile World Congress. Et donc, ils ont fait une conférence. C'est la première fois qu'ils avaient une conférence et tout ça, que c'était intéressant. Après, c'est marrant parce que tu sentais malgré tout que ça restait une petite société. C'est-à-dire qu'ils avaient la conférence sur le salon. Après, tu avais une zone de prise en main des produits. Ouais. Et le lendemain, ils avaient tout démonté, c'était fini. Donc, ils étaient sur le salon qu'un seul jour. Ah, c'est ça que pour leur compte. Genre, le lendemain, si tu voulais voir Realme, c'était fini, tu pouvais plus parce qu'ils avaient... Honor aussi. Et Honor, c'était pareil. On va parler tout à l'heure. Est-ce que c'est une question de budget ou est-ce que c'est je sais pas, mais c'est vrai que moi, par exemple, j'ai voulu aller chez Honor le lendemain, je me suis dit, il est où le stand ? Et moi, je voulais aller chez Realme le lendemain, même si on s'est interchangé les trucs. Et donc, non. Non, ils sont juste venus pour faire leur conférence. Leur conférence, une zone, parce que voilà, ils avaient voulu créer un événement. Alors, il y avait tout le monde. Il y avait le CEO il y avait le CEO qui était là. Enfin, vraiment, c'était leur premier salon. C'est vrai que c'était leur premier salon. Et donc voilà, annonce de ce smartphone, le Realme GT2 Pro. Alors je sais qu'il a déjà été testé par plusieurs sites. Hein. Chez nous, on l'a testé. Il est testé. Chez Android aussi, il a été testé. Il a été reçu de manière un poil mitigée, j'ai l'impression. C'est pas. Il y a un bon rapport qui a été pris. Attendez que je retrouve ma fiche, pardon. Mais alors on est quand même sur un. On est quand même sur un. C'est leur nouveau haut de gamme. C'est leur smartphone le plus haut de gamme. Ça c'est le haut de gamme, oui, c'est vrai. Ça c'est le haut de gamme chez Realme. Le GT2 Pro. Le GT2 Pro, donc il est quand même à 749 €, ce qui est un prix plutôt correct par rapport au spec qu'il a, puisqu'il a quand même un Snapdragon 8 Gen 1. C'est un des premiers annoncés avec. C'est un des premiers à l'avoir et c'est le socle le plus puissant aujourd'hui de chez Qualcomm. Écran AMOLED, évidemment 2K. LTPO2, donc je sais plus ce que c'est LTPO. C'est la dalle, la fameuse dalle en refresh. Le refresh, c'est adaptatif, c'est ça ? Ouais. Non, mais ça permet le. Alors moi, je fais un truc tout à l'heure justement sur c'est la gestion du taux de rafraîchissement de 1 Hz à 120 Hz sans qu'on grimpe au niveau de la consommation. Ouais, c'est une bonne façon de faire. C'est Samsung qui est leader. C'est l'équivalent de ce qu'on a sur iPhone avec ProMotion, quoi. Oui, c'est Apple qui a commencé. Ou presque plus sur les montres puisque tu peux vraiment descendre à 1. Voilà. Tu peux vraiment descendre à 1 et tout en économisant. Là, du coup, effectivement, tu peux aller de 1 à 120 Hz. 6,7 pouces, 3 capteurs photo, un capteur. Alors, il n'est pas obligé de prendre une photo en fisheye. Apparemment, il descend en photo. Moi, je disais, chez vous, il a une note assez moyenne en photo. Ouais. Donc, il a eu 5 sur 10 en photo. C'était moyen. C'est pas moi qui l'ai testé, celui-là. Mais. Je sais que c'était pas terrible. Ouais, je crois qu'il a eu 7 sur 10 chez. Je crois qu'on lui a mis 7 au total, non ? Ouais, je crois dans notre mal, hein, mais voilà. Mais bon, je trouve que pour le prix, on a quand même un truc qui est super propre. Et sachant qu'il y a la version GT2 tout court, qui lui a pareil un écran AMOLED, qui n'est pas par contre adaptatif au niveau du taux de rafraîchissement, qui a que, entre guillemets, un Snapdragon 888, qui reste quand même qui fait largement le taf, qui est à 549 €. Donc c'est pareil, c'est un prix vraiment hyper compétitif, quoi. Je ne sais pas vous, mais Realme, c'est vrai que quand ils sont arrivés,
on s'est dit c'est super, ils ont des smartphones à prix assez bas avec des méga specs, un peu comme avait fait Xiaomi en arrivant. Là, on arrive à 750 quand même. Bah ouais. C'est un petit peu cher personnellement. Mais par contre, pour le prix, ils ont quand même essayé de mettre ce qu'il y a de mieux. Oui. Apparemment, ils se ratent sur la photo, ils se ratent sur certains aspects comme ça. Par rapport à leur philosophie, je veux dire. Ouais. Ça va être la Formule One Plus où tu arrives à 350, 400 balles. Et puis tu t'enflammes à 1000. T'essayes quoi. Ou la Formule Honor, on va en parler. Ouais. Ou la Formule Honor. Ah là là. Ouais, alors Honor, ça a toujours été un truc. Poussé à faire ça parce que. Mais oui, parce qu'ils sont sortis du giron de Huawei, tu vois. Et ils avaient autre chose ou pas, Realme, à part le jeu Ouais, alors j'en parlerai peut-être après, mais ils avaient un PC portable. Garde ça pour après. On en parlera pour après. Et ils avaient des écouteurs, des Buds. Alors, du coup, je les ai pas testés, toi. Non, pas du tout, pas encore. Mais il n'y aura pas de problème. Dès que je vais les alors, attention, parce que c'est les R3, les Buds R3. Donc, ils avaient déjà testé. Je sais pas ce que ça vaut jusqu'à présent. Bah écoute, il faut savoir que c'est quand même des tarifs qui sont très serrés. Les Buds, attendez, parce que les Buds R3, 60 €. Avec réduction de bruit. Ils annoncent de la réduction de bruit active. C'est pour être concurrent avec Xiaomi. Alors, ils disent quand même. Ce qui est étonnant, je vais me dire ce que tu en penses, il est capable d'atténuer jusqu'à 42 dB les bruits environnants. 42. Alors que regarde, moi je vais te le faire. 42. Tu vois 42, c'est énorme. Ils disent tous ça. C'est une norme. C'est un truc, même tu vas chez 42. 42 après sur le terrain. Alors, me demande pas pourquoi, c'est une valeur théorique à la base. Et ils commencent tous par dire par 42. Moi, j'en ai parlé à mes potes ingé son, et quand tu mesures, tu es à 22, 23. Quand tu atteins 30 dB en réduction de bruit réel sur toutes les fréquences, tu es déjà, tu fais la teuf. Hein. Mais ça correspond à quelque chose, 42, parce que c'est vrai qu'on le voit tout le temps. Mais c'est une sorte. C'est juste ils disent voilà, on dit 42. C'est une valeur théorique. Même mes potes ingé son n'arrivent pas à comprendre pourquoi tout le monde parle de 42. Pourquoi 42 Parce que c'est pas un niveau où c'est un niveau auquel on considère qu'on le coupe vraiment. Non, mais c'est ça n'a aucun sens. Mais tous mes potes, moi quand je fais les mesures sur ma chaîne, tous les gens qui sont des ingé-sons qui travaillent avec moi, on mesure en général par rapport aux fréquences entre 30 et 32, 33 sur la plupart des fréquences de dB, ce qui est déjà énorme. Et c'est le AirPods Max qui arrive le plus. D'après ce que je lis, par exemple, les AirPods Pro coupent à 25. Mais ils font plus. Sur le terrain, on a mesuré à plus. Tout comme quoi, tu vois. On est quand même très loin des 42. Donc effectivement, s'ils font vraiment 42, là, c'est à 59 €. Là, c'est quand même incroyable. On croit à mort. On n'a jamais 42. Par contre, je crois qu'ils annoncent 30 ans d'autonomie. Il y a vraiment. Enfin, ils ont l'air d'être de bonne qualité. Je ne les ai pas essayés, mais. On écoutera. Pour le prix, on va dire. 60 €, c'est pas mal. Donc voilà, c'était ça. Et puis donc effectivement les PC portables. Et si, ils avaient un truc assez rigolo à montrer. Alors, je crois que j'ai oublié de le mettre, c'est dommage. J'ai fait une news sur jeuxvideo.com si vous avez retrouvé. Ils ont annoncé leur premier chargeur ultra rapide à 200 watts. 200. Ça y est, ça arrive. Et ils ont dit qu'il sera dans le prochain GT3, donc il va sortir peut-être l'année prochaine. Et il y avait des démos, en fait, une vague démo sur le stand, où on montrait que tu pouvais recharger 50% de ton smartphone en 5 minutes. On a une vidéo nous aussi. Et ça a été la concurrence, parce que je ne sais plus si Xiaomi ou il y a un autre constructeur qui a annoncé un truc à 250 watts. Là, ça y est, les gars. Alors, ils ont essayé de vous rassurer en disant oui, on a conscience que ça peut être mauvais pour la batterie, etc. Ils disent qu'en fait, au bout de 1000 charges, tu perds que 20% de la capacité de la batterie. Tout le monde dit la même chose. 1000 charges ou 1000 cycles? Non, 1000 cycles. 1000 cycles de charge. Cycle de charge. C'est énorme. 1000 cycles, c'est énorme. On va en parler parce que 1000 cycles. Un cycle, c'est quoi? C'est de 0 à 100? Oui, c'est un vrai cycle. En fait, c'est dès que tu dépasses 50, je crois, c'est considéré comme un cycle. Oui. Donc voilà, à voir. Mais après la vérité, c'est que je trouve ça assez impressionnant d'arriver à des niveaux aussi maboules. Est-ce que vraiment charger ton smartphone en 50% en 5 minutes, quitte à ce qu'il crame, c'est une bonne idée, je ne sais pas. Mais, éternel débat, est-ce que tu préfères un smartphone qui tient longtemps ou qui se recharge vite? Je veux un juste milieu. Voilà. Non, mais la vraie question est là. Est-ce que tu veux un smartphone très endurant qui va te tenir longtemps puisque tu as moins de cycles de recharge à refaire, ou est-ce que tu as besoin, tu es un accro à la charge à 100% et tu as besoin toutes les 2 secondes de te brancher? Donc si par exemple tu sais que tu changes de téléphone tous les 2 ans. Bon, non, mais voilà. C'est un vrai débat qu'on aura. Intéressant, mais je sais que là, ces constructeurs-là, c'est pareil, beaucoup de constructeurs chinois, que ce soit Realme ou Xiaomi et tout, ils mettent le paquet sur 240 watts, je crois que là j'ai entendu pendant le. C'est ça. Le record, on y va, c'est chez toi. J'ai les images. Realme ont annoncé entre guillemets du concret en disant il sera commercialisé avec le Realme GT3, je crois que c'est ça. Ouais. GT3. On a encore quelques mois. Le produit n'est pas annoncé, la démo était faite sur un prototype, mais ils ont promis que ce serait vraiment dans la boîte, quoi. Mais bon, c'est pas mal. C'était pas mal. Donc Realme, t'étais content? Ouais, non. Je trouve que c'était une boîte intéressante. Enfin, c'est une marque que j'ai trouvée plutôt intéressante au niveau de leur projet. À voir s'ils font pas un truc à la OnePlus et qu'au bout d'un moment.
C'est la même maison, rappelons-le. C'est BKK aussi, c'est Oppo, c'est OnePlus, Vivo, tout ce monde-là. Ouais, donc ils ont Same family. la même direction, quoi. Mais ce qui est dommage, c'est qu'à une époque, la sortie d'un OnePlus était un événement parce que tu savais que pour moitié du prix, tu avais un haut de gamme. Bah, OnePlus, maintenant, aujourd'hui, c'est plus le cas, quoi. Et, OnePlus, maintenant, c'est une marque sur laquelle on peut compter. Voilà. Et Realme va essayer de prendre le million du marché, mais est-ce que c'est pas un cycle infini au final sur les smartphones? Ils y vont un peu plus frontalement à la Xiaomi aussi, à sortir des déclinaisons dans tous les sens de leurs appareils. Ah, mais ils reconnaissent, quand tu parles avec eux. Moi, j'ai parlé avec les gars sur le stand Xiaomi. Ils m'ont dit, ouais, c'est vrai, les références de tous les côtés, les notes, les machins, ces trucs. Mais le truc, c'est que pour répondre à ce que vous dites concernant les tarifs qui montent sur les produits, il faut également savoir que quand ils font des enquêtes dans certaines plateformes commerciales, ils se rendent compte que les exigences des gens grimpe aussi. C'est-à-dire que maintenant, si tu balances des produits, ils sont plus AMOLED, machin, 120 Hz, ils filment plus en 4K, machin, truc. J'en veux pas. Au fur et à mesure, ça coûte cher de les fabriquer. Et il y a des produits qu'on a du mal. Tu verras tout à l'heure justement avec Honor, qui était quand même une marque à lancer des produits à pas cher. Là, ils lancent une gamme, c'est pas du tout à pas cher. Ils ont mis des caractéristiques de ouf, avec une caractéristique qui n'existe pas ailleurs. En plus, ils ont négocié avec les Américains, on va en parler. Donc le truc, c'est que les gens attendent toujours plus. Donc fatalement, le plus, tu le monnaies. Ils sont bien sûr tirés avec des locomotives en face, avec les Samsung, les Apple ou les Oppo à 1 000 euros. Ils disent, je veux ça sur mon smartphone. Oui, ma coco, à 500, à 400 euros, tu l'auras pas. Donc, bing, 700. Il va falloir faire des sacrifices pour mais 700, tu peux avoir sur certaines marques ce que tu peux approcher avec des modèles à 900. C'est là, c'est ce compromis, ce moment d'équilibriste. Tu es sur la fée, je tombe ou pas. Et voilà, là, on est avec à 749, on commence à marcher sur le fil. C'est-à-dire que, voilà, comme tu l'as dit, c'est un écran LTPO. C'est LTPO, c'est rare, ça coûte plus cher. Donc sachez qu'un 120 Hz à 200 balles sur un écran, certes AMOLED ou un AMOLED 120 Hz sur un smartphone à 800 ou 1000 balles, ce n'est pas la même dalle et ce n'est pas le même 120 Hz. C'est pas la même chose. Il faut arrêter de croire ce qu'on vous dit, que le 120 Hz est pareil partout. Non. Si vous avez une dalle AMOLED classique ou une dalle AMOLED LTPO, c'est pas la même chose. Ça a toujours été le jeu de la high-tech, le jeu du nombre, en fait. Ben voilà. Donc, 42. Le fameux 42. Mais le 42, ça fait marrer parce qu'en même temps, c'est une référence à Xavier Niel, c'est un film très connu, G2. La réponse, 42. Bouquin très connu même. Bouquin, j'avais lu le bouquin avant de voir le film, moi j'ai adoré. Mais le truc, c'est que ce sera toujours ça. C'est-à-dire que sur les références à 200 balles aujourd'hui, on a quand même 5 capteurs, dont en fait 4 qui servent à rien. Ouais, voilà. Bien sûr. Ce sera ça. Ils ont un peu ralenti sur la course aux capteurs. On se fixe à 3-4. Mais là, c'est 3-4, on est revenu au 3-4 et pas les 16, les 8, les matins. Ça, c'est un peu. On avait lâché les mégapixels pour aller sur le nombre de capteurs, on est revenu sur les mégapixels. Maintenant, c'est la charge. Le combat est sur la charge. Sur la charge. Et bon. Et toi, Pépé, tu vas nous parler Honor. Mais oui, mais est-ce que tu veux qu'avant Honor, je fasse un petit tour sur le salon ou tu veux qu'on fasse après? Non, on fera après. On va parler d'Honor parce que surtout, plus que tout, Honor, l'ancienne petite sœur de Huawei. Yes. Désormais, vit sa belle vie tout seul. Et surtout, qu'est-ce que ça leur a apporté d'être débarrassés du grand frère? Eh ben, ils ont monté les tarifs. Bon, alors voilà. Ils l'ont fait. Non, ils ont pas fait. Ils ont surtout le droit de vivre leur belle vie sans Harmony OS. Voilà, ils ont le droit de vivre leur belle vie. Alors, je sais pas par quoi on va commencer. J'ai dû faire une vidéo qui s'appelle la Conf. Alors, je suis allé bien sûr sur place et j'étais en face de Realme parce qu'en effet, c'est une conférence avec un lieu qui est éphémère également. Donc, voilà, je suis là. Jojo est là, il va rentrer dans la conf Honor. Alors le truc, c'est qu'on bien fait. Alors cette place-là, ce que vous voyez actuellement à l'écran, c'est éphémère. C'est-à-dire que c'est là que pendant la durée de la présentation. Après, on voit les produits extérieurs, vous allez voir tout à l'heure. Mais après, vous venez le lendemain, c'est fini. Alors voici une des bestioles qui a été montrée. Une des bestioles qui a été montrée, en effet, Honor revient sur l'arrière. Voilà. On parlait juste avant des. Regardez comme c'est beau, c'est le rond de l'amour. Alors là, ce qui est là, c'est du bonheur. Il s'agit de la série Magic 4. Il y a Magic 4 et Magic 4 Pro, c'est 2 produits qui arrivent. Alors il faut savoir qu'il y a un truc déjà intéressant à bord. C'est chez Honor la première fois qu'il y a justement le Snapdragon 8 génération 1. Donc ils en est parmi les premiers. Parce qu'en effet, tout le monde se vante d'avoir parmi les premiers à utiliser cette bête de compétition. C'était Motorola en fait, le premier. Un design symétrique sur les 4 bords. Les 4 bords, c'est piscine à débordement. Le Honor OS X, turbo dessus, ils y vont à fond en surcouche. Un écran, justement, LTPO 6,81 pouces dessus. Donc un écran. Même téléphone, quoi. Pardon ? C'est le même Je téléphone. Ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur. HDR 10, conversion du HDR, du SDR en HDR. Et attention, une première mondiale sur laquelle j'attends des explications parce que j'ai pas tout compris, que je ne sais pas pourquoi j'ai pas tout compris. Je demande explication pour lundi ou mardi. Première fois qu'un smartphone est agréé par IMAX.
C'est la première fois au monde que IMAX a mis le saut sur un smartphone. C'est-à-dire que lors de la présentation, ils avaient le droit de dire... Ils avaient le droit de dire IMAX, de le montrer, on va voir des slides. Mais c'est aussi bullshit que quand tu vois Razer THX. Alors justement... Ouais, ce que j'allais dire, est-ce que c'est pas la première fois qu'un constructeur a été payé la certification IMAX en fait plus qu'autre chose? Je ne sais pas, étant donné que le produit actuellement n'est pas finalisé, il sortira au mois de mai, et que donc moi j'ai posé des questions directes et à IMAX ainsi qu'à Honor, dont j'attends les réponses mardi. Alors le truc c'est que eux m'ont dit, parce que j'ai interviewé également les charmants bipèdes d'Honor, m'ont dit que alors, le coût du IMAX, ça sera également, et c'est là où j'ai une dubitation totale, j'en ai les genoux qui tremblent. Mais j'ai inventé le mot, j'adore. Et j'adore inventer des mots, je leur dis d'ailleurs dubitation totale, et parce qu'en fin de compte ils disent, ça a été utilisé à la captation ainsi qu'à la retranscription. Ça voudrait dire que IMAX utiliserait un traitement au moment où tu captes qui peut être activé. Le produit n'est pas définitif, je ne peux pas savoir. Qui permettrait d'avoir un filtre, voir une colorimétrie un peu différente. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le produit est capable de filmer déjà avec des formats 21:9 et autres. Donc déjà, il y a des sortes de formats cinéma qui sont dessus. Mais eux, disent que IMAX va également jouer à la captation. Je demande que ça. Je ne comprends pas l'intérêt. Non, le truc c'est que je suis désolée. Il y a un étalonnage des couleurs. En général, ils vont dire que IMAX va étalonner les couleurs de telle ou telle façon, ce qu'ils font pas au cinéma. D'ailleurs, puisqu'ils sont censés le faire qu'avec l'accord du réalisateur. Mais là, ils disent qu'il y a une sorte de filtre à confirmer, parce que moi, je suis dans un petit peu persuadé. Sony le fait avec ses systèmes à lui. Hein. Oui, non, mais sur l'Xperia Pro, oui. Toi, dis-moi l'intérêt de ça. J'en sais rien. Et le truc, je n'ai pas convaincu Pépé. Vous allez voir les slides, elles sont tellement belles. Alors, il t'a dit, il était en pleine dubitation. Voilà. Mais je l'arrête parce que sinon il est parti en IMAX. Mais non. Alors le truc, c'est qu'en effet, à mon avis, si tu diffuses sur Disney+ de l'IMAX est censé avoir une colorimétrie un peu différente. Enfin bref, je demanderai exactement, j'aurai la réponse mardi. Donc je le communiquerai très rapidement de la part de IMAX. Alors il faut savoir qu'il y a 2 capteurs, justement, il n'y a pas d'36 milliards de capteurs. Il y en a 2 50 mégapixels dessus, dont également il y a un périscope 64 mégapixels, zoom optique fusionnel. Alors là, c'est un truc. Alors eux aussi, regardez l'image passe à l'écran. Ils ont une captation Ultra HD 4K, 60 images par seconde, en 10 bits. Ils sont une des seuls. Alors là, le 100 watts chez eux, c'est tout simple. Alors le 100 watts. 15 minutes, oh là là. Mais là, les smartphones, ils sont rechargés 2 fois. Ouais. Eux, on dit. Alors le truc, c'est que Competitor, quand vous voyez marqué Competitor, c'est l'iPhone 13 Pro Max. Ils n'ont pas arrêté d'en parler. Ils ont fait des comme d'hab chez Honor. Mais c'est du délire. Ils l'ont dans le nez, c'est pas vrai. Alors ils mettent toujours, hey, we do better d'un iPhone à 13 Pro Max. Voilà. Et moi je suis très content. Donc la batterie 4600 mAh. Alors les tarifs, c'est là où justement on est sur un point d'achoppement. Alors. J'ai une question après. Chère madame, chers messieurs. Alors le truc c'est que Honor, vous savez, avait commencé aussi sa carrière en faisant des choses moins chères que Huawei, on était sur des petits produits, machin, et là ils balancent, parce qu'ils volent leurs propres ailes, comme tu dis si bien, ils balancent tout ça dessus, donc des nouveautés de tous les côtés, l'optique, l'écran, tout, LTPO, ils foutent la gomme de façon extraordinaire. Le premier zoom optique 3,5 fois certifié, donc les 3 non c'est 3,5, avec un zoom fusionnel, c'est-à-dire qu'il est capable de passer... Fusionnel. Ici, il fusionne, messieurs, dames, il fusionne. Tu rentres dans le décor, c'est-à-dire qu'il quand tu commence le zoom et qui va vers justement le plus 100 numérique, il y a une fusion justement, il y a eu tout à l'heure la slide, entre les zooms. Il y a une fonction qui est intéressante pour justement parler du ProRes chez Apple. Eux, ils ont une fonction 3D LUT. Alors le LUT, ça permet de changer l'espace colorimétrique après la captation et autres. Eux peuvent le faire en plus. Donc ils sont vraiment dans une optique de concurrent de l'iPhone 13 Pro Max, concurrent du S22 Ultra qui a des fonctions montage et d'étalonnage. Eux, ils font la même chose. Alors les tarifs. Là, attends, j'avoue que j'ai pas suivi Honor. On est à 900 €, non? Bien sûr. Non, là, tout ça, ils veulent concurrencer l'iPhone. Ah, donc 1200. À mon avis, on a 200 1002, lui. Moi, j'aurais dit 1200, ouais. Alors, mais, par contre, dans les faits, il faut... Oui, j'ai les notes, mais c'est pour ça que je dirais rien, t'inquiète pas, mon pépé. Mais il faut rappeler que Magic a toujours été la gamme c'est la plus chère. surplus de Honor. C'est le haut de gamme. La gamme Magic, c'est le moment où ils testent des nouvelles technologies. En fait, Magic, c'était un peu du temps de Huawei, comme tu dis, où ils recyclaient... avec 6 mois de décalage les modèles. Ce que faisait le R&D. Voilà, le Magic c'était leur produit à eux, un peu test. C'est un peu l'équivalent des Mi Mix chez Xiaomi où ils testaient des trucs. C'est pour ça que c'est pour ça qu'ils le mettent en exergue. Et là, vu que tu nous balances IMAX, et j'ai vu c'est IMAX Enhanced. Oui, mais normal, c'est le grand public, c'est Enhanced derrière. Et plus tout le tralala sur l'iPhone 13, pour moi c'est du 1200. Alors, le premier, donc le Magic tout court 4, Magic. Ah, vous savez qu'il y en a 2 en plus. Yes, it is le normal et le Pro avec plus de capacité et autres. Le premier 899, le second 1099. Le Magic Pro avec tout ça dessus, donc l'IMAX, la captation en 10 bits. Différence entre les deux?
C'est la captation, notamment. Je crois que les optiques sont les mêmes, hein, c'est les capacités captation. Et je pense qu'il y a 2-3 petits trucs en plus que j'ai pas en tête. Peut-être alors 16 Go de RAM et 12. Oui, tout ce qui est autour de la capacité. Je suis là, j'ai pas tout en tête pour répondre à ta question. Je pense que la différence, quand même, à 200 € près, ça doit être vraiment. Par rapport aux specs et les promesses, ça me semble pas. Ça aurait pu Non, être en fait, si tu veux, c'est pour un Honor. Un Honor à plus de 1000 balles. Voilà, c'est ça le problème. C'est dans la tête de beaucoup de gens. Dans la tête. C'est pas 1000 € si tu veux. J'ai plus en tête les prix des Magic précédents, mais il me semblait qu'ils étaient plus bas que ça. Ils étaient plutôt à 600, ce qui était déjà 600, 700 généralement. C'était déjà énorme pour Honor. Ouais. Donc là, oui, il y a une montée en gamme. Après, on rigole un peu sur l'IMAX ou des trucs comme ça, mais si ça se... mais attends, moi je rigole parce que j'aime en rigoler, mais j'attends les réponses, et quand j'aurai les réponses, ça se trouve c'est quelque chose de solide. Et puis 4K 60 en 10 bits, c'est la première fois. C'est quand même une des premières fois. Donc, une des premières fois. Ils ont fait un truc pour la captation et le montage, une stabilisation optique. En fait, ça me rappelle le dernier Sony. Le Pro, oui. C'est ce que j'allais dire. Là, ils vont surtout marcher sur les plates-bandes de Sony avec tout ça. Et le S22 Ultra, qui a ses modes pour le montage et la captation. Donc voilà, ça c'est en effet l'offensive, parce que je parle bien d'une offensive, parce que j'ai interviewé les gars, il y a vraiment une offensive réelle. C'est-à-dire disant, nous on veut montrer qu'on sait faire, si on arrive à bien montrer qu'on sait faire ça, on vendra les autres. Le problème qu'ils ont surtout, ils ont dû dire, c'est qu'il faut qu'ils vivent aussi, qu'ils se remettent en scène. 5000 ingénieurs en R&D. 5000 ingénieurs en R&D pour Honor. Et des brevets qui leur appartiennent. Et l'accord d'IMAX est unique pour le moment sur le marché. Je ne sais pas comment ils l'ont eu, j'attends justement cette saloperie de réponse que je voulais avoir pendant le salon, mais pendant le salon, ils ne m'ont pas répondu. Il y avait un autre produit chez eux. Allô ? Non ? Un Honor Magic 5 pliable. Non, tu l'as pas vu? Ah si, je l'ai vu. Ah bon? Si tu veux, mais il s'appelle le V. Ah oui, le V, j'appelle ça 5, je suis con. Non, c'est pas 5? Mais si, c'est le V. Non, parce qu'il est pliable? Mais si, il est pliable, il appelle V, c'est 5 en chiffre. D'accord. Donc regarde comment je suis con. Alors, ceci n'est pas un fold. Ceci n'est pas un fold. Il utilise le V. Donc, ça ressemble beaucoup au fold quand même. Par contre, il est plus massif. Alors, c'est une bête. Ah ouais, le truc, il est super, il est massif. Par contre, il tient, quand tu l'ouvres, tu verras tout à l'heure, il tient pas comme ça. Il tient soit ouvert, si on le met comme ça, il repart en arrière, quand ça avait un ressort. Il bascule. Il bascule, j'ai eu les gars, quand même. Voilà. Donc, tu peux pas le mettre comme ça, comme tu le dis. Ils le mettent, mais si. Alors là, le Magic V, alors voilà, on voit pas trop la pliure, mais par contre, vous allez voir tout à l'heure, parce que j'ai filmé, quand la pliure, elle se referme, elle est grosse à l'intérieur. C'est bizarre, comme s'il y avait une double pliure. C'est assez marrant. Alors, ils ont tout mis dessus. C'est le premier pliant avec justement le processeur Snapdragon 8 génération 1. Ah, lui aussi, c'est le premier à ma connaissance. Mais ils ont mis tout le monde dans un package. Ils ont dû faire un package total. Donc ils disent que bien sûr c'est le plus performant, par contre c'est le plus lourd. Par contre il y a un truc que j'ai pas aimé, c'est qu'il y a une encoche qui est au bord. Vous savez, quand on essaie de faire ça, on a une encoche avant. C'est-à-dire que, comment ça? C'est-à-dire qu'en bas, en haut et en bas de l'écran, il y a une sorte d'encoche qui ressort. Je ne sais pas pourquoi, elle doit être là pour protéger le truc. Ça fait que si tu fais ça avec ta main, voilà. Si tu avais une encoche qui sortait là. Comme un arrêtoir? Comme un truc qui arrête. Ça, je leur ai dit, c'est une proéminence qui est en haut et en bas. Ça fait quand tu arrives là, tu as quand même un côté. Ça a quoi cette proéminence? Eh ben, ils m'ont pas répondu sur place. J'ai pourtant les ingés. C'est quand tu le plies, à mon avis. Quand tu le plies pour le protéger. Les ingés, oui, ils m'ont dit oui, parce que la structure est très lourde. On a bossé pendant 2 ans pour faire le mécanisme et tout, donc on veut protéger le truc. Ça va, ils veulent pas une médaille. Samsung a mis 10 ans à faire son truc. Mais vous avez raison, madame. Et voici donc le mécanisme en question. Regardez un petit peu comme c'est beau, ces images de synthèse. Il vous faut comprendre que la vie est belle. Regarde, et que c'est la vidéo Samsung de la charnière. C'est la même. It is more or less. Donc voilà, voici donc la fameuse charnière. Regardez comme elle est épaisse en bas. Ce qui permet d'avoir aucun jeu. Quand vous le fermez, vous n'avez pas de jeu entre les deux écrans. Oui, c'est entièrement fermé parce tu vas voir comment ils font. Ils replient un peu l'écran à l'intérieur. Ils ont une technique à part. Ça qui est marrant, c'est qu'on ne peut pas dire qu'ils ont leur brevet. Regardez, il va se plier. Regardez comment se plie l'écran. Il fait une boucle en bas et il se plie, voilà, et il se referme. C'est une technique à eux. C'est bizarre, ouais. C'est complètement. Et il me semble que c'est la même technique que sur le Oppo Find N. Mais je ne sais pas ça. J'avoue que je ne sais pas. Le Find N, non, attends. le Find N. Le Find N, c'est celui qui se déroule, qui a un mécanisme de roulis, non? Non, le Find N, c'est peut-être le client. Non, c'est le Find X, celui qui a roulis. C'est l'autre qui se plie. Donc bien sûr, tous les capteurs, c'est les mêmes et tout. Bon, bref, c'est un produit haut de gamme, mais a priori, je n'ai pas de date d'introduction de la bestiole. Je ne sais pas si tu en as un, Melinda, mais moi, j'en ai pas. Je crois qu'il n'y en avait pas de chez nous non plus. Il est lourd. Mais quand il est fermé, il est sur un format smartphone classique il est ou allongé comme ça? Il est un peu plus grand que ça, un peu plus large. Et format classique. Il a l'air cool. C'est un des plus grands que je connaisse, celui-ci. Donc ils y croient et ils ont raison. Regarde la plie, regarde comment il se plie. Il est vachement loin, il est vachement large l'écran, moi je trouve. Regarde. En fait, regarde, voilà, il revient. Ah ouais. Ah oui, il y a un ressort en fait. Voilà, oui. il revient. Il s'ouvre automatiquement. Ah oui. Voilà.
Donc tu peux pas le mettre peut-être qu'il va en ligne. placer, hein. Tu peux pas l'utiliser comme ça. J'étais avec Monsieur Gros, on essayait, on se le tenait, et puis à un moment donné, il revenait toujours comme un ressort. Donc je dis, bon voilà. Écran très très grand en façade, j'ai l'impression. Il est très grand. Non mais Aussi, il est au max en façade, il est au max à l'intérieur. C'est pour moi les deux écrans les plus grands. Je suis en train de chercher les dimensions justement. Je l'ai pas en tête, je suis confus. Non mais c'est ça. Écran externe, étroit, mais 6,2 pouces quand même. Donc on est sur un vrai smartphone de base. C'est un produit étonnant. Alors ça fait partie de l'offensive parce qu'ils ont pliant, des produits début de gamme, milieu de gamme, le haut de gamme avec les Magic 4, avec des tarifs qui vont en effet qui sont très oscillants. C'est une opération de séduction mondiale. Si d'autant qu'en fait ils peuvent reprendre quelque part le terrain qu'a perdu Huawei à cause de toute cette guerre. Ouais. Donc ils peuvent aller sur les smartphones pliables, des trucs comme ça. Oui, d'accord. Les chiffres sont tombés en début de semaine. 96% du marché du pliable fin 2021 était trusté par Samsung. Ouais. Avec son Fold et son Flip. Il y a que eux. Ben non, en fait, il y en a d'autres, mais t'as Royal, souvenez-vous, nous avions ici même. Oui, c'est ce qu'on dit. Royal, c'est 0,0,1%. Huawei avait essayé. Avec les mates, mais ils ont été un peu stoppés dans le Covid. Mais là, honnêtement, il y a de la concurrence qui arrive. Donc, on a vu là le Oppo, le Xiaomi, alors qui n'a pas emballé les gens de chez moi qui l'ont vu. Bah nous non plus, enfin moi non plus. Mais je vous montrer les images à ce moment. Après, le Xiaomi il est sorti il y a un an en Chine aussi, donc. Je vous ai dit des bêtises, 6,45 pouces l'écran externe du Honor et 6,2 là c'est le. Il est un peu plus grand quand même alors. Ben, apparemment, il est surtout l'écran façade est beaucoup et encore plus intégral. Pourtant, il me semblait que celui-là était déjà bien. L'écran en façade est en fait dans un format smartphone normal, alors que celui-ci est extrêmement longiligne. Il est vachement longiligne, ouais, c'est ça en fait. Donc non, moi j'aime bien les pliables. Alors je trouve que c'est une bonne chose qu'il y en ait plein. Mais bon, en tout cas, renaissance d'Honor. Bah ouais, ça m'a un peu surpris. Donc en plus les gars prêts à parler, à part sur l'IMAX, mais ils étaient vraiment conversation et tout. Ils étaient. Alors le truc c'est que pendant la conférence, on s'est quand même déplacé au Mobile World Congress, mais on avait donc 30 minutes d'une vidéo qui a été tournée en Chine. Donc on était dans la salle, c'est une salle de cinéma en fin de compte. C'est fou ça. Et à un moment donné, en IMAX au moins j'espère. Oh tout à fait. et du coup à la fin de tout ça, il y a un monsieur qui est venu sur scène et qui a répété exactement la même chose que dans la vidéo, en faisant référence à au monsieur qui était là, qui devait être son patron. Donc et en plus on a pu voir les produits quand même derrière. Mais ça m'a toujours un peu déçu parce qu'on est venu et on a eu quand même une vidéo de 30 minutes qu'on retrouve sur internet. Ça et ils ont dû fermer leur stand au bout de 24 heures. Bah, comme pour Realme. Voilà, ils étaient là que le lundi. Alors que moi, j'ai reconnu ce plaisir d'être dans une grande salle avec plein de monde, où il faisait chaud, avec ton wifi qui marchait pas à l'ancienne, tu vois, avec quelqu'un sur scène que tu entends mal, tu vois, c'était super. Dans un anglais approximatif. Une vraie conférence, voilà, c'est ça. C'est très bien qu'on s'y fait. Ah bah non, mais au contraire, j'adore. Je le compte comme une 4e langue sur mon téléphone. Mais c'est clair. C'est génial. Compréhension de l'anglais improbable sur les conférences, franchement, c'est un diplôme. C'est génial. On se rend pas compte de ça. Les amis, vous avez vu d'autres smartphones ou pas? En vrai, rien de notable pour moi. Donc, pas de smartphone notable? Non, parce que je vais voir les Poco qui ont l'air très sympas. Je les ai pas mis dans le runner, mais Poco M4 Pro, vraiment un prix tout à fait séduisant. Celui qui était présenté? Le X4, voilà, il y a le X4 et le M4. D'accord. C'est quoi? J'en ai ras le bol des noms des smartphones. Je confonds tout le temps. Ça, je mélange tout. Je ne sais plus où j'en suis. J'avoue que je n'en peux plus entre les 157 000. Les X4, les Xiaomi, Xiaomi, je t'en parle même pas, les Redmi. Les produits sont peut-être très bons. Les Poco, c'est Xiaomi, faut pas oublier. Le problème, c'est qu'ils sont trop nombreux. Les produits sont très bien. Mais Poco, c'est plutôt une bonne marque. X5, tu vois. Mais oui. Attendez, parce que là, on va parler des PC portables, vous allez voir. Mais voilà, parce qu'il faut quand même dire un truc. Le Mobile World Congress, qui est quand même normalement le salon de la téléphonie et des smartphones, cette année, les grandes stars étaient... Les PC portables, ouais, parce que à chaque fois que j'allais voir les gens, parce que j'ai pris pas mal de rendez-vous pour des PC portables, ils ont tous dit la même chose, c'est-à-dire on s'est rendu compte avec le Covid, avec le confinement, que les gens achetaient des PC portables. Du coup, on en fait plein, peut-être au détriment de la tablette, peut-être qu'il y a un marché un peu plus en perte. En gros, on a vu qu'il y avait du pognon, on veut du pognon. Oui, c'est un peu l'idée. Ni plus ni moins, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a vu des acteurs soit arriver pour la première fois là-dessus, soit revenir qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Alors le premier, c'est Realme. Alors c'est pas tout à fait vrai que c'est la première fois. Puis il y avait déjà sorti un Realme Book. Donc, voilà, le mot book, vous allez l'entendre énormément dans ma bouche là pendant 10 minutes. C'est marrant, ils avaient sorti un Realme Book, mais pas en France, pas en Europe. Là, ils sortent un premier PC portable en Europe, le Realme Book Prime, qui est un MacBook Air, ni plus
ni moins. C'est vraiment et en fait, au-delà d'un MacBook Air, même par exemple, tu mets un MateBook et un MateBook D et celui-là à côté, ils sortent des mêmes usines, vraiment. Enfin, c'est le même châssis, il y a juste le nom de la marque qui change. Mais cela dit, c'est super propre. Moi, je l'ai essayé. C'est une belle machine, bien faite. Un peu cher, je trouve. Elle est à 999 € avec une config de l'année dernière au niveau du processeur. Bon voilà, là c'est une vidéo. Alors, moi, contrairement à Pépé, moi j'ai fait que des photos, j'ai pas du tout pensé au JDH. C'est pas une photo, il y a du monde qui non mais ça c'est une vidéo que j'ai chopée sur YouTube. Tu l'as vu toi Non, Realme, il a pas pu y aller. T'as rien vu? Ouais, oui, rien de Comme c'était éphémère, j'ai fait Honor parce que moi, là je devais faire Honor. Et quand j'ai fini Honor, bonjour, vous ouvrez? Donc voilà, donc Realme, ça sort là dans le courant du trimestre. C'est plutôt intéressant. Après, je vais pas vous mentir, c'est pas le PC qui va révolutionner le. Ils ont quoi de différent? Alors, je trouve que c'est le premier PC Huawei. C'est exactement la même chose. Ah, c'est ça. C'est un MateBook D. À chaque fois, s'ils reprennent le châssis du MacBook, ils mettent une configuration qui a peut-être un an de retard. C'est un Core i5 de 11e génération. Voilà, pour être dans un prix extrêmement compétitif. Et il a une charge rapide quand même. Je crois 30 minutes pour une charge complète quasiment. Donc, il a une charge. Oui, mais il tient combien de temps derrière? Ils ont annoncé, je crois, 10 heures. Normal, classique quoi. Pas fou aujourd'hui, mais ce qui est correct, on va dire. Donc voilà. Autre acteur que, là, pour le coup, j'ai trouvé hyper séduisant ces ordinateurs, c'est Samsung qui revient. Samsung, ça faisait au moins 5-6 ans qu'ils avaient pu sortir d'ordinateurs portables en Europe. Ils avaient continué à en sortir, je pense, en Asie, en Corée. Oui, je crois, mais nous, on n'en avait plus. Et nous, on en avait plus. Aux US, il y a pas mal de Chromebooks. Ça suffit. Hein. Ouais, c'est vrai. Moi, écoute, l'information, elle est bonne par rapport au sujet. Mais là, je parle pas de Chromebook. Il y avait peu de Chromebook au MWC. Je suis désolé, Taxou. Il y avait le Lenovo Duet. Il y avait un Lenovo. C'est ce que j'allais dire, il y avait un Lenovo. Et là, donc, ils sortent les Galaxy Book 2 et 2 Pro. Clairement, il y a plein de gammes. Il y a du 13 pouces, du 15 pouces, du format classique et du format 360. On va dire le plus séduisant, et c'est vraiment leur fer de lance, c'est le Galaxy Book 2 Pro en version 13 pouces qui fait 860 grammes, un truc comme ça. Écran OLED, clavier magnifique, 20 heures d'autonomie annoncée avec un processeur de 12e génération chez Intel. D'accord. Ils sont super beaux. Franchement, moi j'ai été assez séduit par la promesse. Un poil cher, je crois que ça commence à 1600, 1700, 1700 €. Parce que ils veulent concurrencer Apple là-dessus. Hein. Ils sont clairement sur le même. Ils ont deux gammes, c'est ça, si j'ai bien compris. Il y en a qui sont écran tactile hybride et pas l'autre, c'est ça? Les 360 ont un écran tactile et ils ont aussi les Galaxy Book 2 tout court qui sont un peu moins chers, mais qui sont un peu plus épais, qui n'ont pas forcément une compagne d'AMOLED. Si vous voulez vraiment le top du top et celui qui m'a le plus séduit, c'est notamment le 2 Pro en 13 pouces. Celui et aussi en version 360. C'est le bordel. C'est un peu les yoga, non? C'est un peu les yoga, oui. Bah on est sur l'héritage des PC yoga, des PC HP Spectre X360. Donc des Lenovo Yoga pour ceux qui ne connaisseraient pas. Yoga, donc après, moi ce format 360, je l'ai jamais trouvé très utile. J'en ai testé, là j'en teste un chez Asus. C'est sympa, mais j'en ai jamais. Très professionnel. 98% de l'usage que tu en as, c'est en mode PC classique. C'est pas pour les professionnels, en fait. Je me demande toujours. Ils te vendent effectivement le S Pen, alors qui n'est pas inclus, mais le S Pen pour prendre tes notes. Bon, voilà, mais... Il est inclus que dans la version Pro 2, je crois, non, c'est pas ça? Ouais, c'est ça. Il y a qu'une seule version, la plus chère, où la version la plus chère aura le S Pen. Mais par contre, voilà, super beau design, travail sur un châssis en alu hyper léger. La légèreté est assez folle. Pour le coup, ça me rappelle aussi ce que faisait Acer avec les Swift 7, notamment. Donc, quand même assez hâte de le tester. Parce que pareil, la promesse de 20 ans d'autonomie, faut avoir concrètement, mais c'est assez. On dirait, comme pour le coup, les MacBook, les derniers M1. Exactement. Il y y avait le comeback d'un autre acteur aussi. Alors, attendez, on a perdu sur les smartphones. Vous allez voir, il y a quand même. Alors, celui-là, c'est marrant parce qu'il y a une histoire derrière. Puisque. Nokia, figurez-vous, va sortir des ordinateurs. Je pensais, mais t'as raison aussi. Tu pensais à Huawei? Ouais, Huawei. En fait, Huawei, je les ai mis juste après. Je me suis rendu compte que j'avais oublié d'en parler, donc je les ai rajoutés à l'arrache dans le runner. J'espère que en régie, vous allez pouvoir les mettre. Non, je voulais parler de Nokia quand même, parce que Nokia, quand même, déjà sur les smartphones, parce qu'il faut rappeler qu'aujourd'hui, Nokia, ils licencient en fait les fabrications de leurs produits grand public. C'est HMD Global qui a récupéré la licence pour les smartphones. Et là, c'est une société française qui a récupéré la licence pour des ordinateurs portables. C'est une boîte qui est basée à Lyon, qui s'appelle Off Global, qui a été créée vraiment spécifiquement pour ça. Ils ont récupéré la licence, ils ont monté une boîte, et en gros, un peu à la Wiko, c'est la conception, le design, etc., c'est fait en France.
avec quand même Nokia qui bosse avec eux pour valider le design, etc. Et après, tout part en Chine pour la fabrication, etc. etc. Ce qui est intéressant, honnêtement, je ne vais pas vous mentir, c'est des PC clairement entrée de gamme. Et ils l'assument vraiment. Ils veulent vraiment faire des PC à petit prix. Ça commence à 699 €, si je ne dis pas de bêtises. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils font une démarche plutôt cool, c'est qu'ils mettent un Core i3, donc un petit processeur, mais de 12e génération. Donc on a quand même quelque chose qui, moi, de ce que j'en ai essayé, est tout à fait correct pour bosser. C'est vraiment pas mal. Donc c'est 8 Go de RAM, c'est du SSD, enfin c'est très classique, mais un châssis super propre. Et ils veulent vraiment attirer le plus grand nombre parce que en disant on veut rassurer avec une marque comme Nokia. Tu vas à la Fnac, à la Fnac, tu cherches un PC pas cher, tu vois Nokia, tu dis pourquoi pas, tu vois. Je sais pas si ça marchera parce que autant sur le smartphone, ok, pourquoi pas, ils ont peut-être encore une légitimité. Sur le PC portable, et tu vas plutôt aller sur Asus ou sur Acer ou sur une marque que tu connais. La marque Nokia n'est plus ce qu'elle est aussi, donc quelque part. Mais à moins de viser peut-être. Pour moi, ils visent des cinquantenaires. Ouais, voilà. Ils visent les nostalgiques de Nokia. Ils visent papy mamie qui vont acheter un ordinateur portable à leur petite fille. Ils voient le truc Nokia, ils se disent ça va être solide et ça va bien tourner. Allez, c'est comme ça que moi je vois le truc, mais voilà. Donc je trouvais ça plutôt rigolo que Nokia revienne avec des PC portables. Et sur le salon, c'est presque un truc dont tout le monde parlait, genre t'as vu les PC portables de Nokia et tout, alors qu'ils n'ont rien d'extraordinaire en vrai. À minima, ils ont réussi à créer la surprise, quoi. Voilà, c'est ça. On a parlé d'eux, quoi. Et ils ont fait des télés, déjà. Dernièrement, ils se sont tentés sur les télés, je vous rappelle. Tentés les télés, ouais. Ouais, non. Après Nokia aujourd'hui, c'est une énorme. Tous ces pépés. Je sais pas, c'est peut-être pas à cause de ça, mais peut-être. C'est une énorme boîte B2B Nokia, et c'est vrai que tout ça, ils licencient, donc ça leur coûte pas grand-chose. Et puis les risques, on va dire, sont pris par les gens. Quand on dit licencier, ça veut pas dire qu'ils virent des gens. Oui, quand ça veut dire qu'on donne les branches. Ouais, c'est un peu un anglicisme chum que je dis. En fait, c'est ce qu'a fait BlackBerry et on sait ce que ça a donné après. Donc, il y a plus smartphone. Voilà, c'est ça le truc. C'est que, à voir, on verra ce que ça donne. Et ils ont dans les tuyaux, ils nous ont montré des mock-ups, donc des faux ordi, un 13 pouces, un 14 pouces, pour un peu plus tard. À suivre. Peut-être qu'on en ramènera en plateau, on ne sait pas. Écoute, on verra bien. Et Huawei. Et le dernier que je n'ai pas, c'est Huawei qui n'avait pas de smartphone. Huawei cette année, je crois pas. Ils étaient présentés, mais c'était toujours les mêmes. C'était les mêmes. Tu avais les P50 tous en ligne droite avec des enceintes. Mais ça fait des années qu'ils essayent d'aller sur tout ce qui est wearables et les PC, justement pour penser les baisses de vente des smartphones. Je trouve qu'ils font du super boulot sur le monde PC. Déjà les MateBook X, les premiers MateBook X, c'est un PC que j'adorais. Là, ils sortent la MateStation, donc c'est clairement un concurrent d'un iMac, version Windows, sous Windows. Le produit est super beau, honnêtement, je le trouve vraiment très réussi. La dalle est ultra fine. C'est un écran, vous savez, 3x2, avec une définition 4K, alors une 4K mais en 3x2. C'est vraiment, j'ai trouvé ça hyper beau. MateStation. MateStation. Il y en avait un qui était incurvé avec une barre de son en bas qui était magnifique. Tu l'avais présenté. Alors, ça, c'est le Huawei, c'est un écran. Il était superbe. Parce que là, c'est un tout en un. Je rappelle, je sais bien. Le truc avec la barre, c'était super. Il est super. Il est génial. Il a combien celui-là ? Alors, la MateStation, je vais vous retrouver le prix, je l'ai noté. Je crois que je l'ai vu. Moi, je fais mal mon travail, je prends pendant que je recherche le prix, il y avait aussi chez eux une surface, un 2 en 1. Ils m'ont pas présenté comme ça. Ils disent voici notre surface. Ils ont présenté un 2 en 1 qui est pareil. Franchement, pour un prix tout à fait correct. Je retrouve pas je suis désolé, j'arrive pas à retrouver le prix mes notes sur le. Attends, la MateStation. Alors 2199 €. Ouais, c'est un peu cher. Mais oui, ça pique, hein. J'ai pas précisé Ryzen 5000 à l'intérieur, donc avec une Radeon Graphics intégrée. Donc tu peux jouer un petit peu, je pense, avec. Ok, oui. Mais... Disons qu'à ce prix-là, tu aurais bien aimé une vraie puce graphique, un vrai carte graphique. En fait, dédié, on dirait un tarif Apple, en fait. C'est là où je trouve pas le truc. Dans le sens où c'en est un pour la construction comme ça, sauf que sur le même tarif Apple, tu pourras mieux bosser sur un Apple, en fait, qui est plus optimisé. Après, en discutant avec eux, ils m'ont presque dit, pour nous, c'est un iMac pour les gens qui n'aiment pas macOS, quoi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà. En fait, il y a beaucoup de marques chinoises notamment qui prennent ce pari-là, c'est-à-dire qu'on te fait la même chose mais pas Apple. Donc comme ça, c'est pour attirer tous les haters d'Apple qui veulent quand même reconnaître que les produits sont pas mal. Mais au moins, c'est sous Windows. C'est une stratégie.
Autant tu vois, installer Windows sur ton Mac, je pense. Moi qui ne suis pas du tout macOS, ce genre de produit pour bosser chez moi, je trouve ça me séduit assez, tu vois. Donc complètement, mais c'est juste que je peux pas m'empêcher de me dire que 2100 pour un APU quand même. C'est un peu cher. Oui, voilà, disons que après, oui, je me souviens plus combien coûte un iMac le premier prix, mais je crois que c'est un poil moins cher. C'est même un poil moins cher, il me semble, sur la première configuration. Donc, voilà, tu vas aller sur un APU. Voilà, je passe rapidement sur le reste. Donc le MateBook, je trouve très sympa. Je ne sais pas si on a des photos. Ça ressemble plus à une sorte d'iPad Pro au niveau du clavier, mais avec le Magic Keyboard inclus. Ouais. C'est vraiment plutôt confortable. Pareil, à un prix hyper concurrentiel. Mais je crois qu'ils n'ont pas encore donné le prix. C'est pour ça que je ne trouve pas le prix. Et puis un refresh du MateBook X Pro. Donc là, c'est vraiment ultra portable. Mais MateBook X Pro, là, on t'a mis vraiment tous les termes, tous les mots-clés dedans. Hein. MateBook X Pro, ça devient compliqué. Lui, c'est pareil, c'est un 14 pouces, qui est super beau. Ils sont très très beaux. Ils sont vraiment très beaux, avec par contre du pros de 11e génération. C'est un peu dommage. Est-ce qu'ils ont arrêté la caméra dans le nez? Oui, ils ont enfin une webcam au-dessus. Donc il n'y a plus la webcam planquée. L'idée était très bonne. Après, moi j'aime bien parce qu'en plus, du coup, tu pouvais physiquement la désactiver. L'idée était très bonne de pouvoir dans le clavier pouvoir appuyer. Moi, ce que je faisais, c'est que je prenais 5 livres et je les mettais comme ça. Mais le truc, c'est que la caméra qui filme par les narines, c'est quand même assez. Ça t'a frappé toi aussi cette débauche de PC sur place? J'en ai vu énormément. Par contre, c'est vrai que contrairement à JK, je ne me suis pas vraiment attaché au truc. Mais c'est vrai que j'en ai vu partout. Je vais être tout rapide. Je me suis trompé sur le MateBook E, donc l'espèce de surface. C'est 649 € le prix d'entrée. Alors, ils n'ont pas confirmé qu'il y aura le clavier avec. En France, il y aura des paquets, il y aura un bundle avec le clavier qui sera un peu plus cher, mais ils n'ont pas donné le prix. Mais sur une prix d'une surface. Voilà. Donc à voir. Vas-y, Pépé. Non, mais c'est bon, j'en ai vu beaucoup. En effet, Mélinda, je te confirme, il y en avait beaucoup. C'était pas qu'une impression vue de l'extérieur. Non, c'est pas du tout une impression. C'est-à-dire que par rapport à parce qu'on a quand même fait plusieurs fois le Mobile World, c'est vrai que là. J'ai quasiment jamais vu de PC au Mobile World. Et là, il y en avait, quoi. Traditionnellement, le seul qui, de mémoire, avait toujours des PC portables, c'est le nouveau. Il y avait toujours des Yoga. Oui, tout à fait. Huawei aussi. Et cette année, le nouveau avait une conférence virtuelle. Il n'avait pas de stand, a priori. Non, mais on sentait l'offensive, quoi. C'était assez ouf, quoi. En effet, ils vont sur l'idée de les gens sont plus chez eux, ont plus besoin de trucs comme ça, donc on y va. Comme tu l'as dit, c'est bien, on a besoin. Prenez vos sous un petit peu. Il y a du pognon à prendre, on va le prendre. Mais c'est bien, si ça permet l'innovation, moi je suis pour. Ça, plus le fait que Samsung, ils étaient présents, mais ils avaient quoi? Ils avaient déjà annoncé leur S22, donc il leur fallait quelque chose. Yes. C'est les Galaxy Book. Huawei, sur les téléphones, ils n'ont plus grand-chose à montrer, donc ils ont ramené. Ça. Huawei, c'est le stand le plus B2B qui soit. Je sais pas si on aura le temps de passer des images. Le stand Huawei. Mais on va les deux tiers du stand Huawei, c'était du B2B, quoi. Parce que franchement, on va balancer les images de Pépé parce que c'est une promenade. Pépé reporter. Non, c'est une promenade, tu vas voir. C'est pour tout le monde. C'est tout ce que tu as dit en même temps et tout ce qu'on s'est dit, et c'est une promenade au milieu des années. On va regarder ça vite parce qu'après, il faut qu'on se garde le temps quand même. On commence. Tu vas voir. Là, on est donc. Ça, c'est du classique. Un grand acteur. Et là, le grand acteur, donc Qualcomm, disait oui, c'est va. On présente le produit. Il avait en même temps un parterre de fabricants qui étaient là et qui avaient tous ces produits. Et voici, on va pas se la faire, qui était là également. La bestiole de l'Ouest qu'on avait vue, nous, à Hawaï en présentation, pardon. Ouais. Et il y avait bien sûr la confirmation du Bluetooth. Alors après, c'est un truc intéressant, on part chez Samsung avec le petit tourniquet de sushi, les sushi flip, ça s'appelle. Et là, le sushi flip, c'est regarde un petit peu comment est-ce qu'on met des couleurs. Mais c'est leur fameuse gamme où tu peux customiser. Tu peux customiser. Bespoke. Voilà, Bespoke Edition, et tu as le petit robot derrière qui va assembler suivant ce que toi tu demandes. Il prend des petits dallages comme ça, et puis le produit est fini. C'est pas la fabrication du smartphone, et il t'assemble le tout. Mais c'était intéressant, comme Samsung n'avait pas beaucoup d'ingénieurs coréens, ils ont décidé de faire des présentations avec une sorte de promenade, où tu rentres dans la promenade, tu avais plusieurs endroits, dont ça, justement, alors tout le monde était très content, parce qu'on avait plein de trucs, on peut faire 49 couleurs différentes. C'était vraiment pour qu'il y ait des images, des mecs comme moi qui filment. Tu vois, c'était l'idée. Alors là, après, je me suis incrusté, je suis allé chez Ericsson. Et je suis tombé dans un monde virtuel à la méta. C'est toujours très bien. Et eux, ils ont une création graphique où je suis rentré, j'ai eu la chance, on n'était que 2. Ils m'ont tout expliqué. Ils m'ont expliqué voilà ce qui va se passer dans quelques années quand tu vas commander un produit sur Internet. Tu vas rentrer dans un écosystème où en effet, c'est les robots qui vont te le fabriquer, tu vas voir après. Et tu auras, donc là, bien sûr, c'est l'écosystème en lui-même avec les robots s'activer dans le monde entier. Et voici donc les robots. Le robot qui est ici, lui, il est chargé de fabriquer un vélo.
mais ils sont plusieurs, ils vont travailler de concert. Mais toi, tu es celui qui est le donneur d'ordre de la fabrication du vélo, que tu auras demandé à se fabriquer par telle ou telle entité ou par Amazon. Et eux, donc ces robots, tu vas voir, c'est absolument génial. C'est flippant et c'est génial. Alors regarde, la mise en scène, où tu as cette personne au milieu qui est dans un monde entièrement virtuel. Voilà, tu as des morceaux du vélo qui arrivent. À côté, il est affiché sur l'écran le mec qui avait commandé. Et là, c'est des soudures. Tu vois, ils te mettent ça en scène, le vélo va repartir ailleurs. Mais tu vas voir jusqu'où on va aller. Parce que là, c'est que le début de la chaîne. Avec des petits robots partout et tout. Il y a plein de seuls êtres humains. Ils se sont éclatés. Ils se sont éclatés complètement. Ils sont inspectés, les produits. Tu as un autre vélo qui arrive pour être monté. Hop, là, on va maintenant te mettre les roues. Regarde les roues qui arrivent avec les robots à côté. T'as les robots qui viennent, qui vont placer les roues, qui vont customiser les couleurs. Et tout ça, c'est uniquement avec où il n'y a pas un seul être humain. Voilà, le vélo fini est en l'air. On va mettre le chat en PLS, là. Voilà, et maintenant, voici le monde de demain selon Ericsson. Ça, c'est une ville. Elle est merveilleuse. Et tu vas pouvoir être en réalité augmentée et mixte dans ta ville. C'est-à-dire que tu vas pouvoir intervenir sur un écran. Tu vas être au milieu de ta ville. Tout à l'heure, on va voir, tu vas voir tes amis. Tu pourras les voir donc apparaître par rapport à l'endroit où ils sont dans ta ville. Tu vas pouvoir faire du DJing. En même temps, tu peux donc mixer de la musique au-dessus de la ville où tu es. Et tout ça en interaction. Mais en fait, eux t'expliquent Ericsson que c'est grâce à eux. Parce qu'il faut rappeler qu'Ericsson, c'est aussi tout ce qui est réseau. C'est les réseaux. Leur métier, c'est de faire fonctionner tout ce qui est connecté. Oui, voilà. Dans la ville, dans une ville. Là, ils sont un peu maîtres du monde quand même. Ils sont maîtres du monde là-dessus. Voilà le stand Huawei dont on parlait, qui est quand même un stand gigantesque. Et dessus, tu avais... Et encore, on ne voit pas que tout au fond, enfin, je ne sais pas si tu vas y aller, mais ça va être dedans. Tout au fond... Donc tu peux commenter en même temps que moi. Je veux dire, c'est le plus grand stand, un des plus beaux stands du Mobile World. C'était... excusez-moi pour le flicker avec les éclairages. Mais les 2 tiers, c'était du B2B. C'était du B2B. Donc là, on ne pouvait pas accéder à la zone au fond. J'ai essayé. J'ai tout essayé pour y aller. Et ils ne voulaient pas, les journalistes. C'est uniquement les gens qui étaient dans l'industrie qui pouvaient aller de l'autre côté pour voir les solutions d'entreprise. Mais là, tu vas voir dans quelques instants, donc, il va y avoir les smartphones, il va y avoir justement les PC. Je suis désolé, le programme est un petit peu long, je suis confus, il fait 5 minutes. Mais voilà, donc tu avais les smartphones qui étaient là, les P50, qui étaient ici. Là, voilà, après, tu avais les data centers. Donc, je suis rentré dedans parce que c'est mignon d'entrer dans un data center, on ne fait pas souvent. Donc, tu avais toute la partie entreprise. Et voilà, après, on part ailleurs, on part au méta. Le Metaverse 4D avec des attractions. Ça, chaque fois, il y en a un. Ça, c'est le truc de Samsung, non? Non, c'est pas Samsung. C'est le 4D Metaverse, quand même. C'est le 4D Metaverse. Les mots-clés bullshit, là, on est bien. Quoi. Là, on est au top. Le 4D Metaverse. Quoi. Oui, c'est ce que Samsung avait fait avec son attraction. Pour le j'appellerais ça le gerbodrome, personnellement. Non, mais il y a ça qu'à vomir. Alors là, l'interaction également, je ne sais plus sur quel stand on est. Interaction avec des points numériques. On t'explique en même temps que tu vas utiliser tes mains pour tous les ordres numériques. Ouais. C'est le but de la manœuvre. Voilà, tu as, regarde le repérage des mains. Kinect, quoi. C'est sacré latence quand même. Kinect. Bon, tout ça, c'est des tendances qu'on peut trouver sur place. C'est des trucs que je voulais un peu différents pour vous montrer, pour que vous voyez. J'ai l'impression qu'il y a personne. Il y avait moins d'exposants et qu'il y a du monde, de fait beaucoup plus de place. Oui. Parce que le stand Huawei. Ça, c'est le fameux robot, je l'ai vu. Le robot, ça m'a fait rire parce que c'est un robot barman, c'est marqué wine bar et c'est un robot qui te sert un verre de vin, sauf qu'il met à peu près 4 fois plus de temps qu'un barman classique. Donc, c'est pas demain la veille qu'on aura des robots. C'est chez ZTE, je me souviens j'avais vu ça sur un Mobile World Congress où il y avait un robot comme ça qui faisait des cocktails et l'autre qui jouait du piano. Oui, je me souviens. Il y a LG qui a fait ça. Et en effet, alors le piano c'était drôle, mais il n'allait pas. Et puis tu sais dans un qui boit un verre de vin, je suis français, qui boit un verre de vin dans un gobelet en plastique, quoi. Un verre de vin blanc. Mais le problème, c'est que je pense que s'il prend un verre à pied, ça va être une boucherie. Oui, voilà. Mais il a été créé pour te bourrer la gueule, quoi. Donc c'était intéressant. On sait que ces robots-là, ils ne seront pas déployés en France avant quelques temps, ça c'est sûr et certain. Moi, j'avais eu un robot qui me faisait le café, ça faisait juste mon bonheur, tu sais. Moi, j'ai pas besoin de grand chose, c'était parfait. Mais bon, c'était bien quand même. Non, mais oui, franchement, c'était cool de refaire. Moi, c'était mon premier salon depuis le CES 2020. C'est un salon, on rappelle, c'est vrai que c'est un salon qui est avant tout un salon pro, pas du tout ouvert au public. Y accéder quand t'es pro, ça coûte une blinde en plus, quoi. Et donc évidemment que c'est pas, il y a pas des trucs. Enfin, en fait, il y a plein de trucs un peu fun comme Pépé a montré. Ils sont toujours à des usages professionnels. C'est vraiment un truc assez B2B. Et à côté, t'as quand même effectivement, là, il y a beaucoup de constructeurs chinois. En fait, les seuls qui étaient pas les seuls acteurs majeurs qui étaient là, c'était, enfin, en dehors des constructeurs chinois, c'était Samsung. Yes. HTC a été comme d'habitude avec un stand Vive, avec plein de démos, mais pas de nouveautés produits. J'ai une question bête, parce qu'on le sait, c'est notre lot sur tous ces salons-là, c'est qu'il y a souvent beaucoup de bullshit, soyons honnêtes. Est-ce qu'au moins ça a un peu épuré ça ?
Qu'est-ce que s'appelle le bullshit? Bon, on a toujours des inventions complètement farfelues qui n'ont aucun sens et qu'on ne verra jamais. Des trucs qui sont là juste pour le fun. Enfin, pas juste pour le fun. Moi, j'en ai pas vu tant que ça. Mais j'ai l'impression plus la spécialité du CES que CES, c'est un festival. Moi, je me souviens du Hall 1 sous-sol du Mobile World Congress où il y avait tout et n'importe quoi quand même. Non, là, non. Là, il n'y en avait pas, j'ai l'impression. Parce que je pense justement qu'on était encore dans une période un peu tendue. Déjà, la moitié du Hall 1, c'était Huawei. C'était Huawei et des solutions d'entreprise. Moi, je me suis baladé avec des gens sur place. On a 80%, c'est du B2B, quoi. Il reste 20% pour le B2C. Évidemment, nous, quand on parle au grand public, c'est assez rapidement. C'est le hall 3. Une journée sur le salon, quasiment voilà, suffisait. C'est suffisant. Bon, voilà. Vous voyez finalement, c'est pour ça que Realme et Honor ils sont pas restés plus longtemps, ils avaient tout compris. Ça avait suffi, effectivement. Comment t'as trop raison? Comment j'ai raison? Mais bon, merci pour ce petit éclairage et ce petit moment de soleil. On va passer aux choses sérieuses, il nous reste 15 minutes, on va speeder un petit peu, c'est pas grave. Tout de suite, les tests. Commencer par ça, parce que c'est quand même un peu la bête de la semaine. Elle est là? Ou il est là, je ne sais jamais comment on dit. Praise the Sun. Ouais, voilà. C'est ça, exactement. Elden Ring qui tourne sur une console portable. Oh là là, Elden Ring. Là, tu nous fais vraiment on a eu la chance chez JV de recevoir un Steam Deck de la part de Valve, donc ça, on est vraiment content parce qu'il n'y a pas beaucoup de médias français qui l'ont eu. Non, nous ne l'avons pas eu. Désolé. C'était pas évident d'arriver à les choper, mais une fois qu'on les a eu, on l'a reçu. Donc ça, c'est la version 512 Go du Steam Deck. Je rappelle quand même ce que c'est le Steam Deck pour ceux qui n'ont pas suivi. Vas-y, tiens, je vais la montrer en gros plan. C'est monstrueux. C'est une console portable. Il y a un débat sur savoir est-ce que c'est un PC, est-ce que c'est une console portable. Pour moi, c'est une console portable. Par contre, je l'appelle un Steam Deck. Bon, je dis pas une Steam Deck. Oui, alors c'est un vrai débat parce qu'en fait, comme c'est un PC presque portable, on a tendance à dire le Steam Deck. Valve dit le Steam Deck. Le Steam Deck. Les Anglais, ils ont l'avantage de dire ce qu'ils veulent. Oui, mais sur le site français, en tout cas, c'est marqué le Steam Deck. Oui, ils ont un site français. Donc voilà. Donc à l'intérieur, en fait, on parle de PC parce que on a une puce, un CPU, un GPU chez AMD. Comme sur PlayStation 5 et Xbox Series finalement, avec une puissance qui est, si on prend juste en termes de teraflop pur, on est à 4 fois à peu près la puissance d'une Switch. Ah, c'est quand même pas mal. On est à peu près au niveau d'une PS4 Pro, si je ne m'abuse. On est entre la Switch et la PS4 Pro. Ouais. Elle est avec énorme. Une puce qui a été créée spécifiquement. J'aurais dû ramener la Switch à côté pour vous comparer parce qu'elle est gigantesque. Alors, pour moi, c'est un défaut quand même. Ça fait partie des défauts du produit. C'est que en termes d'ergonomie, c'est nickel. Jouer avec, je trouve que c'est très confortable, il n'y a aucun problème. Par contre, clairement, c'est pas la console que tu sors le métro quand tu as 10 minutes de métro à faire et que tu veux faire une partie rapide. C'est un peu, regarde, c'est fourni avec quand même une housse. C'est fourni avec? Ouais, fourni avec une housse qui est très bien, qui est vachement durcie, etc., qui est top. Fait la taille de mon bras, quoi. Ouais, c'est ça. Regarde la taille de la console. Je vais vous la faire passer, vous allez l'essayer dans mes mains, quoi, déjà. Voilà, c'est quand même littéralement. Bon, je vais pas aller me faire défoncer la tronche dans Elden Ring. Si tu peux éviter de perdre mes runes. Non, mais je plaisante, mais. Comment ça, tu veux pas que je te salope ta partie? C'est ça que t'es en train de me dire? T'as la confiance règne. Donc voilà. Donc il y a tellement de choses à dire et si peu de temps. Donc je le disais, donc c'est à l'intérieur de l'AMD, c'est SteamOS qui tourne dessus, donc ce n'est pas Windows. Techniquement, Valve, c'est un produit très ouvert, donc techniquement, tu vas pouvoir installer Windows dessus. Aujourd'hui, c'est pas vraiment viable puisque quand ils m'ont envoyé le produit, ils m'ont déconseillé de le faire parce que les pilotes sont pas prêts. Il y a plein de contraintes qui font que bof. Par contre, à terme, quand tu auras un dual boot, donc tu pourras choisir entre Windows et SteamOS. On peut imaginer installer le Game Pass, on peut imaginer installer l'Epic Game Store. Enfin, c'est quand même assez. Les promesses là-dessus sont assez cool. Parce qu'aujourd'hui, faut pas oublier que SteamOS, donc c'est un noyau Linux avec un émulateur, enfin une sorte d'émulateur Proton, qui va convertir en gros ton jeu Windows vers Linux. Et évidemment, ça passe aussi par une certification de la part de Valve. Il y a quand même plein de jeux qui sont compatibles, il y a plein de jeux qui ne le sont pas. Il y a plein de jeux qui marchent mais qui ne sont pas testés par Valve, donc c'est au petit bonheur à la chance. Elden Ring, par exemple, a reçu une certification tout récemment parce que c'était la grosse sortie. Valait mieux être ensemble, ouais. Alors après, si tu veux switcher de jeu, Melinda, je te conseille d'appuyer sur le bouton. T'as vraiment pas envie que je te pousse ta partie? Non, mais c'est pour montrer. Ce qui est intéressant, c'est de montrer l'interface. Après, si tu veux pas me faire perdre mes âmes, Melinda, s'il te plaît, Tu peux arrêter de déconner. Attends, par contre, il faut que tu sauvegardes. Non, c'est pas grave. Non, t'avais sauvegardé déjà. Oui, je crois que j'avais. Il y avait rien. Bon, c'est pas grave. Et voilà. Non, c'est pas grave du tout. Alors, et en fait, donc l'interface, c'est vraiment l'interface type Steam Big Pictures. Là, si tu appuies sur le bouton Steam, tu vas voir les jeux installés. Tu vas dans Bibliothèque. Hop, bibliothèque. Bon, tout ça, c'était pas tes jeux? Tu vas dans les jeux et voilà. Donc, tout ça, c'est les jeux qui sont installés. Donc là, par exemple, tu essayes de lancer God of War, par exemple. Tu vas voir God of War, c'est assez impressionnant. Hop, mince. Oh, pardon. Hop, tu peux lancer God of War. Attends, pourquoi je suis reparti? Tu descends, il faut descendre. Je suis en dessous. Ah oui, j'ai tout installé.
il y avait beaucoup de bugs dans l'OS quand on l'a reçu. Ça a été une catastrophe, c'était presque inutilisable. Ah oui, par contre, il faut quitter Elden Ring parce que sinon, tu peux lancer 2 jeux en même temps, mais les perfs sont un peu. Bah, si tu veux, attends, je vais te le quitter. Il a vraiment peur. Alors, je peux me permettre une remarque ? Vas-y. Je trouve ça hyper plastique. Je le fais tourner. Alors oui, c'est un peu plastique. Je trouve ça super plastique. Assez plastique. Je suis d'accord. Ça a l'avantage, par contre, du coup, d'avoir quelque chose de très. C'est pas lourd. De très léger, de plutôt léger et je trouve assez agréable à prendre en main, franchement. C'est. Il faut voir que le rapport performance-prix est juste incroyable. Donc, ah non, mais là-dessus, s'ils ont dû faire des économies, c'est probablement sur la qualité. C'est ça, ouais. Mais c'est vrai que t'as quand même des boutons à l'arrière comme sur une Xbox Elite. Alors, c'est pas aussi efficace, mais qui tombent très bien. Qui tombent bien, qui tombent bien. Les gâchettes sont très très bonnes, les boutons sont cliquables, la croix directionnelle est excellente. Enfin, franchement, ils ont réussi. Ce qui devait réussir, ils l'ont réussi. L'ergonomie est top. Il y a ces 2 en dessous. Ces 2 petits touchpads qui en fait vont simuler soit la croix directionnelle, soit la caméra. Dans un FPS, par exemple, ça va avoir une visée hyper précise. Soit une souris pour des jeux type PC. Par exemple, tu peux jouer à ND Space, ce genre de jeux qui sont des jeux purement PC. Attendez, j'ai quitté. Et moi, en fait, la plus grande crainte que j'avais, c'était vraiment, est-ce que tu peux vraiment jouer à des jeux récents dans des bonnes conditions ? Et la réponse est oui. Et vraiment, je suis fait. J'ai même lancé Dying Light 2, qui est sorti il y a quand même pas longtemps, qui est un jeu très gourmand. Grâce à des technologies comme le FSR, donc l'équivalent du DLSS chez AMD pour de l'upscale, ça tourne super bien. Enfin, c'est ça qui est assez fou, quoi. Donc, parce qu'on est sur un écran qui fait 1280 par 800 pixels. Il est très beau, l'écran. Il est bien. Il manque de luminosité. Je trouve que comme défaut, il fait 7 pouces et vu la taille du machin, ils auraient pu optimiser un peu plus les bords. Alors, parce que on dirait une Switch de première génération, quoi, là-dessus. C'est exactement. Alors que c'est la taille de l'écran. C'est la taille de l'écran de la Switch OLED, exactement. Mais c'est vrai que, regardez là, donc, je sais pas si moi, franchement, voit bien là, la taille de. J'essaie de mettre bien pour qu'on voit la taille des bords. Ça m'aurait pas choqué de faire. De gagner presque 1 pouce, je pense. Là, notamment, c'est hyper. Je sais pas si j'arrive à bien le montrer. C'est hyper large. On voit là. Si tu peux lancer God of War. Vraiment équivalent à la première Switch, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et bon, voilà, dans un monde parfait, j'aurais voulu un écran plus grand et un écran OLED aussi. Peut-être pour Steam Deck 2, je sais pas. Mais non, l'écran, il fait largement le taf. Il y a des retours haptiques partout, sur les touchpads qui sont super agréables, sur les gâchettes aussi. C'est vrai que ça rappelle, alors pour les plus anciens, la Game Gear, soyons clairs, les sensations. Surtout l'autonomie. On en parlera après, mais. Bah oui, mais ça faut. On s'y attendait. Il faut pas espérer de miracle. Et donc tu vois, un God of War avec FSR activé, tu vas taper tes 50 FPS à l'aise. C'est quand même ultra bluffant de se dire je joue à God of War. Qui est quand même un jeu qui est sublime, quoi, sur une console portable. Et donc c'est vraiment intéressant. Et là, tu vois, tout en haut, là. Ouais. Tu vois le battery time? Attends. Oula! Alors attention, je suis pas à 100%. Hein, mais ça descend. La batterie est à peu près 60%, là, je pense. C'est ça le défaut. C'est le défaut, c'est qu'à un moment donné, on l'entend pas là dans l'émission, mais elle souffle. Oui, alors ça. Ça souffle constamment. Je sais pas si on entend là. Ouais. Je sais pas si on l'entend. Mais elle souffle, constamment. Certes, vous allez me dire, la Switch souffle aussi, mais celle-là, pas autant. Franchement, pas autant. Elle souffle plus. Et effectivement, si tu joues à des jeux AAA, donc un God of War, un Dying Light, un Elden Ring, ça va être compliqué de dépasser les 2 heures d'autonomie vraiment rarement, quoi. T'as des options pour limiter. Tu peux par exemple limiter le nombre de FPS dans ton jeu à 30. Tu peux baisser, tu peux baisser le TDP, donc la consommation du processeur, quand tu as un jeu qui par exemple qui mise beaucoup sur la carte graphique. Ça te permet de gagner un peu de temps, mais c'est compliqué de jouer plus de 2 heures à des jeux comme ça. Pas si choqué que ça, puisque avant la révision du Tegra qu'on a eu sur la Nintendo Switch, c'était 2 heures d'autonomie sur Zelda Breath of the Wild. C'est un jeu qui est à 24 FPS, 25. C'est ça, en fait. C'est vrai que il y a eu des avis très partagés sur le net, notamment certains médias américains qui ont dit c'est de la merde, l'autonomie est merdique. En même temps, comment tu veux faire pour avoir 8 heures d'autonomie sur un produit pareil? Avec une telle puissance en main, c'est impossible, tu vois. Au contraire, qu'ils aient mis en place des outils qui te permettent déjà de mesurer pour chaque jeu ce qui se passe. Un limitateur 30 FPS qui est natif au système et qui n'est pas jeu par jeu, ou ce genre de choses. Ça montre qu'ils ont fait les efforts pour En fait, ce qui est bien, et c'est mon impression globale, c'est que tu as vraiment tout l'ADN du monde PC et de Steam, en fait, et de Valve,
dans cette console. Ils ont pensé que, en fait, c'est des jeux PC, donc c'est aussi pour ceux qui aiment bidouiller, pour ceux qui aiment régler leur graphisme, leur détail graphique à la virgule près. Enfin, ouais, c'est un truc pour chrono, quoi, tu vois, ce genre de truc. Donc c'est un écran 60 Hz, certes, mais de toute façon, tu joueras pas à plus de 60 FPS, donc peu importe. Là, je suis à 60. Voilà, et c'est largement. Et puis, accessoirement, si tu branches la console en USB-C vers un écran 140 Hz, elle le supporte. Normalement, oui. Alors aujourd'hui, c'est un peu. Et le SOC est capable sur des jeux comme Rocket League ou quoi de sortir du 140. Et pour le moment, la connectique vers l'extérieur, elle marche pas très bien. L'image est déformée, c'est pas ouf. Il y a un dock qui va sortir d'ici la fin du trimestre, qui va te permettre pour le coup d'avoir un vrai PC. Tiens, si tu veux. Et pour le coup, vu que c'est un PC, n'importe quel accessoire, n'importe quel dock est censé. C'est un PC à tel point que tu peux redémarrer sous une une interface Linux. C'est un monstre. C'est un Linux avec le launcher Big Picture. C'est ça, ouais. En gros, c'est ça, avec une interface SteamOS, quoi. Donc, franchement, c'est une machine qui a plein de défauts. L'autonomie est pas terrible, c'est assez bruyant, elle fait un peu plastique. L'écran, il aurait pu être meilleur, mais je trouve que la proposition est vraiment géniale et il y a ce plaisir de se dire, ouais, je suis dans mon lit, je suis en train de jouer à Elden Ring, je suis en train de jouer à. Et par contre, effectivement, l'autonomie et la taille du truc fait que c'est une console portable sur laquelle tu vas jouer essentiellement chez toi, en fait. Soit chez toi, soit en vacances. Tu pars en vacances avec. Au lieu d'emmener un PC énorme, 15 pouces, à brancher, bruyant et tout, t'emmènes ça pendant une semaine. Bah, t'es content parce que tu peux continuer à jouer à tes jeux PC favoris, quoi. Et en termes de taille, en vrai, je suis pas super choqué. Moi qui en fait à la maison, j'utilise un Nintendo Switch, mais avec les split pad pro. En plus, ouais. Ah oui, donc t'es plus large. Parce que justement, je trouve que l'ergonomie de la Nintendo Switch m'éclate les mains au bout de 20 minutes parce que tout plat, tout le temps, ça me défonce en fait. Mais ça, j'ai absolument aucun problème avec ça du coup. Le côté poignet, j'aime bien. Par contre, ayant des petites mimines, c'est là. Avoir les deux thumbsticks, je commence à galérer un petit peu en fait. C'est là où si j'ai les doigts là, tu vois, sur les deux thumbsticks comme on pourrait avoir sur un FPS par exemple, je vais avoir du mal à atteindre les L1, R1. Ce qui est intéressant R1, pour les FPS, ils ont mis en place un gyroscope que tu peux activer ou désactiver selon le jeu et qui s'active uniquement quand tu poses la main quand tu poses le pouce sur le stick gauche. Et ça, c'est c'est vrai. Oui. Mais un peu comme sur Switch, mais d'une manière encore plus précise. Tu vas bouger ton truc et tu vas légèrement bouger pour ajuster ton tir. Ça marche trop bien, quoi. Vraiment, c'est un plaisir. Après, au niveau prix, c'est vrai que je rappelle les prix quand même, on les a pas donnés, mais c'est 419 € pour un 64 Go avec un stockage EMMC. Je conseille pas ce modèle-là parce que stockage trop faible et pas assez rapide. Même si le connecteur à l'intérieur reste du M2. Oui, alors, et tu peux. Les bidouilleurs pourraient le changer. Tu peux bidouiller le machin, ouais. Tu peux mettre une carte micro SD qui en plus fait que. Moi j'ai testé, les temps de chargement sont à peine plus longs que sur le SSD interne, donc c'est une bonne nouvelle. Et un truc que je trouve c'est un peu une douille, il n'y a que la version 512 Go, donc la plus élevée à 679 €, qui a un filtre anti-reflet sur l'écran. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Pourquoi ? Parce que ils ont dit ouais, c'est dommage parce que après du coup moi j'ai pas testé les autres versions, donc je peux pas te dire s'il y a une grosse différence au niveau des reflets, mais je trouve ça un peu dommage qu'ils aient mis ce filtre que sur cette version là. Il y avait une question dans le chat qui était intéressante, est-ce qu'on peut brancher une batterie externe ? Oui. Parce que c'est de l'USB-C, tu peux brancher une batterie externe, tu peux du coup gagner de l'autonomie. Tu la recharges en USB-C avec n'importe quel chargeur compatible, c'est très bien. Ça marche, c'est ultra compatible avec tous les appareils. Les AirPods, ça marche très bien. N'importe quelle manette Bluetooth. Manette externe, moi aussi. Aucun problème, il y a du Bluetooth en série, ça marche sans problème. T'as évidemment tu peux même brancher un casque USB si tu veux. Si tu as un casque USB-C, un casque gamer par exemple, tu le branches dessus, il est reconnu automatiquement. C'est pour ça qu'il y a vraiment tout l'ADN PC là-dedans, avec quand même un format très, très console, PP Kratos. Regardez Kratos, c'est Kratos, c'est mini Kratos. Il est là. On va leur donner. Par rapport à ce que tu en attendais. Dans la boîte. C'est conforme ou pas ? Ouais, c'est même plus que je suis même pas déçu en fait. C'est que moi, je le disais, j'étais vraiment sceptique sur les performances brutes du truc, quoi. Ouais. Je me disais, franchement, par rapport à ce qu'il disait, j'avais du mal à y croire. Et non, franchement, moi, le point de bascule, c'était quand j'ai lancé Dying Light 2, auquel j'étais en train de beaucoup jouer, et que j'ai vu que ça tournait à 40 FPS avec FSR. Je me suis dit, ah oui, donc ça tabasse, quoi. J'ai pas été déçu par l'autonomie parce que je m'attendais à un truc qui est pas terrible, sachant que si tu joues à des jeux type Dead Cells, Hollow Knight, des jeux en 2D, tu vas taper les 6 heures. Très correct. Comme la première Switch. Voilà. Après, évidemment, mon discours, c'est si c'est pour jouer qu'à des jeux indés en 2D, achetez une Switch. N'achetez pas ça, ça sert à rien. Ça, c'est vraiment fait pour jouer. Jeu PC. Après, j'aimerais rajouter un truc où je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est que dans le domaine des OS sur PC,
Pour l'instant, il y a une surdomination absolue de Windows et Linux a essayé de galérer pendant des plombes à avoir enfin une couche de traduction qui est maintenant là et qui est en prime poussée par un produit qui est dédié pour ça. Et je pense qu'en fait, le Steam Deck est important dans ce contexte-là d'atténuer quelque part la domination, le monopole de Windows sur le gaming PC en fait, et d'arriver à avoir poussé en fait les développeurs à développer nativement pour Linux. Et ce produit est le seul actuellement qu'on a sur le marché qui est capable de le faire et qui en prime le fait très très bien quoi. Donc des jeux dédiés qui vont arriver. Pas des jeux dédiés, mais des jeux qui n'ont pas besoin de la couche de traduction Proton. En fait. Ou au moins optimisé pour la couche de traduction Proton, ce qui là encore serait déjà une étape supplémentaire pour rendre Linux viable en fait sur le marché du gaming et du coup faire en sorte qu'il y ait un duel sur l'OS. Après, malgré tout, on reste sur un produit de niche globalement, sachant qu'aujourd'hui, si vous la précommandez, vous avez peut-être une chance d'en avoir une à la fin du 2e trimestre. Voire l'année prochaine. Ouais, on sait pas trop, mais évidemment, on se doute bien que les capacités de prod, en ce moment avec les pénuries, elles sont pas trop là, quoi. Donc voilà, c'est quand même, c'est un petit coup de cœur, malgré les défauts. C'était vraiment, moi, on est vraiment fan, quoi. Au moins, on l'a vu, elle est là, elle est sortie. Elle est comme ça. Ici. Bon. Otaxou, ta manette, tu seras obligé de revenir, je crois. Ah, ça va être la deuxième fois. Excuse. D'ailleurs, je prépare des trucs pour la semaine prochaine. J'aurai plus qu'une manette, ce sera très très bien. Oh là là, il nous faudra beaucoup plus de temps. Messieurs, merci beaucoup pour cette petite émission, fort sympathique. Merci Mélinda. Merci à vous d'avoir été là. On a quand même gardé un œil sur le chat. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. Bon week-end à tout le monde. Et tout de suite. Le récap. Avec Pipi. Et le récap. Il y a le récap. Il y a même le pré-récap. Tout le monde. Allez. Yes. Ciao, ciao. Ciao.